Je suis chargé par le Mémorial de la Shoah donc de présider, d'animer donc une rencontre autour du livre de René Posanski, Les Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est une réédition, hein, c'est une des nombreuses rééditions d'un livre, disons, classique au bon sens du terme, c'est-à-dire qui s'est installé dans la connaissance scientifique et dans sa vulgarisation. Donc on va réfléchir bien sûr sur ce que signifie aussi rééditer un livre ancien. Ça va être un débat assez intéressant. Mais il s'agit déjà effectivement de saluer aussi cette entreprise de réédition. Avant toute chose, remercier le Mémorial de la Shoah, car vous savez que le Mémorial de la Shoah, et vous êtes bien placé pour le savoir, parce que vous êtes ici, donc organise de très nombreuses rencontres, des rencontres avec des chercheurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, compte tenu, je veux dire, des menaces permanentes sur finalement la conscience de la vérité, la vérité elle-même, il est important de rappeler que le savoir qui est transmis dans la société, qui sert à penser, qui sert à se comprendre, à se former, eh bien, ce savoir part très largement des travaux scientifiques. Donc c'est aussi rendre hommage au travail scientifique et au travail d'enseignant de René Posanski. Alors René est professeur de sciences politiques, mais on verra aussi que voilà, les sciences politiques aident certainement donc une chercheuse comme René Posanski à faire un livre d'histoire, car les Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale relèvent d'une entreprise historienne. Donc elle est professeure de sciences politiques au lycée Ben Gourion, Be'er Sheva en Israël. Mais je dois dire que René Posanski est aussi par exemple, on peut dire directrice de recherche au CNRS, puisqu'elle est très souvent finalement parmi nous. C'est une historienne donc, qui est très présente en France, aux États-Unis, en Angleterre. Donc, elle a une dimension internationale. Je dois dire que cette réédition, donc Henri nous dira, alors je présenterai bien sûr les intervenants, et je vais le faire tout de suite, d'emblée. Après avoir présenté très rapidement René, mais je reviendrai aussi sur donc les autres travaux. Donc cette rencontre va être portée par donc les lectures de deux historiens. Donc un jeune historien, Simon Périgot, donc historien de précisément la Shoah, la Seconde Guerre mondiale. En fait, il est connu par sa thèse, soutenue donc à l'IEP de Paris, une thèse dont le titre est « Pleurons-les, bénissons leur nom, les commémorations de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale dans le monde juif parisien entre 1944 et 1967, rituel, mémoire, identité », donc sous la direction de Claire Andrieux à Sciences Po. Et donc c'est en 2016. Je dois souligner que Simon fait partie de cette école aussi de jeunes chercheurs de Sciences Po. Il y en a d'autres ici, du reste, dans l'assistance. Et il faut tenir compte de cette jeune recherche extrêmement dynamique qui renouvelle aussi les approches de la Shoah en France particulièrement. Sa thèse sur les commémorations de la Shoah est en cours de publication dans une collection très importante pour la transmission de la recherche scientifique. C'est la collection de Joël Cornette chez Champvallon, donc ça sera pour l'année prochaine. Voilà. Par ailleurs, il est à terre à l'université de Poitiers. Et puis, un historien moins jeune, mais toujours dynamique, Henri Rousseau. Alors en général, quand on dit Henri Rousseau, on dit on ne le présente pas. Ben si, moi j'aimerais le présenter quand même, parce qu'il le mérite, parce que Henri est un spécialiste de la mémoire, et du reste, aujourd'hui, son dernier grand livre, c'est Face au passé, et c'est sur la mémoire contemporaine, là où au fond, il défend l'idée d'une mondialisation de la mémoire, mais son travail se repose sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, la mémoire de la collaboration. Son livre, Le syndrome de Vichy, lui aussi a connu de nombreuses rééditions, la première édition étant en 1987, si je m'abuse.
Ce qui est important, effectivement, je crois, avec Henri, et c'est pour ça que je tiens à y insister, c'est que au fond, Henri ne travaille pas uniquement sur l'ombre portée des événements, sur le présent. C'est-à-dire que c'est aussi un excellent connaisseur des événements eux-mêmes, en termes à la fois factuels et en termes historiographiques. Et ça, c'est important de le rappeler. Il occupe, je vous dis, un rôle très important dans le champ français et le champ international. Et puisque j'ai été amené à diriger une mission d'études sur la recherche et l'enseignement des génocides et des crimes de masse, je dois dire que Henri a joué un rôle considérable en tant que vice-président. Et en fait, au fond, le travail de la mission n'aurait pas pu avoir lieu sans lui, donc je tenais à le dire publiquement et à côté de lui, et aussi à souligner l'importance du travail de René Posanski, qui était également membre de cette mission. Voilà donc pour les présentations. Donc, vous verrez qu'on va lancer une première question sur les raisons de cette réédition. En fait, moi, je voudrais dire quand même deux mots, peut-être avant de réfléchir à l'histoire d'un livre. C'est-à-dire que le livre lui-même, c'est de l'histoire sociale qui montre, en l'occurrence pour les Juifs en France, le caractère implacable de la persécution anti-juive opérée donc, par le couple de l'occupant nazi et de son allié, donc l'État français. Et au fond, ce qui est important, c'est de montrer aussi que je veux dire, la persécution au quotidien qu'expose et qu'établit René Posanski, c'est pas une conséquence de la solution finale, c'est la solution finale elle-même, la solution finale qui est aussi pensée d'une certaine manière par les institutions et les Français eux-mêmes. Et puis cette histoire sociale, elle démontre aussi la capacité de faire face à cette persécution de la part des victimes, donc à travers, effectivement. Bien sûr, là, c'est important, je crois, de réfléchir à ce terme. Mais en tout cas, ceux qui sont... Donc, ceux sur qui repose cette persécution font face à travers de multiples moyens, des moyens qui peuvent être extrêmement anecdotiques, extrêmement faibles d'une certaine manière, mais qui portent une conscience, une volonté dont témoignent justement correspondants, journaux et l'un des éléments importants de ce livre, donc, qui est paru, la première édition, alors René en parle beaucoup dans la postface, et à très juste titre, donc c'est 1994, une collection qui s'appelait « La vie quotidienne », et donc c'est la vie quotidienne des Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, dès 1994, pour ce livre, René Posanski exploite largement les journaux, les journaux intimes, les correspondances, au fond, tout ce qui permet quand même de comprendre ce qu'a été la solution finale au quotidien pour les Juifs en France. Et faire face à la solution finale, très clairement, c'est résister. Donc, je pense que la question de la résistance est importante. Je crois qu'elle a aussi beaucoup évolué. Bon, on a parlé de la résistance civile, dont le terme donc, a fini par s'imposer. Mais il y a cette résistance au quotidien. La manière dont on fait face et faire face, écrire, c'est déjà des postures qui sont extrêmement intéressantes. Même le repliement sur soi, dont parle René Posanski, c'est tout à fait normal que face à à un événement, enfin à des dispositifs inédits, inimaginables d'une certaine manière, eh bien, les individus et les groupes inventent largement des capacités de réaction et de résistance. Je crois qu'il y a même un héroïsme. C'est important parce qu'on est quand même très largement dans le préjugé que les Juifs ne pourraient être que des victimes. Moi, j'ai rencontré ce préjugé quand j'ai commencé à travailler sur le capitaine Dreyfus, qui était considéré comme simplement une victime, même indigne en fait, du combat mené pour lui. Et l'idée, effectivement, qu'on arrive à cette dimension d'héroïsme et d'héroïsme dans le quotidien, je crois, est quelque chose qu'il faut envisager, au-delà du fait que des Juifs ont été résistants et ont été du reste arrêtés comme résistants, puis déportés racialement. René Posanski a travaillé, son premier travail, c'est avec Léo Hamon. Alors Léo Hamon, c'est quand même une grande figure politique, mais aussi historien. Léo Hamon, il s'appelle Lev Goldberg, il est
Très jeune, il prend une part extrêmement active dans la résistance. Il finit comme vice-président du Conseil parisien de la Libération. Et puis surtout, il est quand même très connu pour un haut fait qu'il faut rappeler toujours. Il détruit le fichier du STO à Paris par une opération extrêmement bien menée. Et j'ai été frappé aussi la manière dont, lors de la rafle du Veldiv, les tracts qui tentent, alors dans les ans juifs communistes, hein, mais qui tentent d'avertir et de préparer les Juifs à faire face à ce qui apparaît, hein, cette perspective d'arrestation massive. On parle des bandits, enfin, il y a des termes extrêmement volontaires pour dire effectivement qu'il y a bien un combat et que le combat est clair et qu'il y a donc la possibilité d'agir. Je rappellerai aussi, parce que ça vient de paraître, hein, et que c'est un personnage important à travers ce témoignage, Raphaël Israël, donc, qui a publié L'espérance d'un baiser, hein, qui est aujourd'hui le président de l'Union des déportés d'Auschwitz, a été arrêté à Lyon en tant que résistant. Hein, et récemment, j'étais à un dévoilement de plaque, ça intéressera Simon, au collège Raoul Dufy à Lyon. Et donc, il se trouve que l'une des enseignantes, Augustine Ball-Welzeg, eh bien, était membre, au fond, de réseaux de résistance qui n'étaient pas uniquement de l'entraide juive, mais il y avait davantage. Voilà. Et puis, pour finir, justement, sur cette résistance des Juifs, qui est une résistance française aussi, hein, et pleinement française. Bon, là, c'est même indissociable. Je me permets effectivement d'offrir à Raphaël les écrits de résistance de Pierre Mendès France chez le même éditeur. Donc ça me permet effectivement de rendre hommage aussi à un éditeur, CNRS Éditions, car l'ouvrage de René était épuisé dans la dernière collection relevant d'Hachette. Et grâce, je pense, à la directrice de CNRS Éditions, qui est une femme remarquable et qui de plus en plus joue un rôle important donc dans l'édition de la recherche en histoire et en sciences sociales, Blandine Janton, eh bien, donc, les Juifs en France sont désormais disponibles et on m'a demandé de dire, également en vente avec une dédicace de l'auteur, ici présente, juste après la rencontre. Donc pensez-y. En plus, l'ouvrage est extrêmement bon marché, 15 €. Et vous y trouverez aussi cette postface sur laquelle on va beaucoup travailler. Voilà, donc je voudrais juste terminer en disant que le livre de René est un livre aussi important à la fois pour fixer un sujet et des données, hein, et ces Juifs en France, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont aussi des étrangers. Et que finalement, et moi je le remarque, on peut notamment le voir à travers la question donc du Veldiv, hein, et la manière dont, avec le discours de Jacques Chirac, la France a réussi à sortir donc d'un déni absolument désastreux pour son image et pour sa conscience. Or, je veux dire, les arrestations du Veldiv concernaient des Juifs étrangers. Et aujourd'hui, ils sont, je veux dire, au fond, la France se reconstruit à travers donc, ce travail sur la complicité de la solution finale, sur la base d'étrangers. Je crois que c'est très important aujourd'hui quand on réfléchit aussi à la manière dont on juge des étrangers, des personnes en exil. Et il faut se souvenir effectivement que voilà, la France a retrouvé son honneur d'une certaine manière en réfléchissant sur le sort aussi des Juifs étrangers visés par cette grande rafle. Et je le remarque aussi sur les plaques commémoratives, notamment dans les écoles. Hein, eh bien, au fond, ces plaques commémoratives rendent hommage, il faut se souvenir, donc, à des étrangers et qui sont totalement intégrés, et à juste raison, bien sûr, dans la communauté nationale. Donc j'ai trop parlé, mais je dois dire aussi que ce livre est très inspirant. Il me semble que, au fond, il ouvre aussi d'autres recherches. Hein, et donc, il me semble que c'est tout à fait légitime qu'on ait cette réédition, et cette réédition avec une postface, car la postface de René est très intéressante, donc je ne vais peut-être pas déflorer le débat qu'on va avoir sur la nature de cette réédition, parce que c'est vraiment intéressant, parce que ça permet aussi de voir tout le chemin parcouru, et aussi peut-être tout le chemin qui
qu'il reste à parcourir. Néanmoins, moi, je dois dire que cette préface m'a passionné, et donc je voudrais me tourner vers René pour lui demander, au fond, quelle a été son intention dans cette préface. C'est un long texte, hein, c'est un texte qui lui a pris du temps et dans lequel elle a mis aussi beaucoup de choses. Donc c'est... Voilà, en fait, avec ce livre, on peut commencer par la fin, et j'avoue que c'est extrêmement stimulant d'aller sur cette postface. Donc merci René Posanski donc de se prêter à cet exercice de débat autour de ton livre. On va se tutoyer parce qu'on se connaît bien. Hein, bon, mais et donc, voilà, cette postface, parce que c'était, je pense, c'est un enjeu. Et comment est-ce que, finalement, tu l'as envisagé? Merci, Vincent. Oui, merci, Vincent. Oui, en fait, on va se tutoyer, évidemment. En fait, le livre était effectivement épuisé chez Pluriel, et CNRS Éditions ont donc proposé de le reprendre. Alors là, il y avait plusieurs possibilités, et une des possibilités, c'était de le retravailler complètement, parce que quand même, il a été publié en 1994, et on est en 2018, ça fait quand même 24 ans. Et ça paraissait d'une certaine façon peut-être s'imposer. C'est d'ailleurs la décision qu'ont pris Robert Paxton et Michael Marus quand ils ont réédité leur livre. Ça avait été également, alors je ne voudrais pas quand même me comparer à d'aussi grands personnages que Paxton et Marus d'un côté ou Raoul Hilberg de l'autre, mais Raoul Hilberg aussi, au début des années 80, avait réécrit son bouquin en tenant compte des différents travaux. Et moi, je n'ai pas voulu faire ça. Ah, c'est pas par paresse, c'est effectivement un sacré boulot de tout reprendre comme ça en essayant d'intégrer tout ce qui a été fait, mais ça me paraissait pas le meilleur moyen de rendre service ni au livre ni au sujet. Parce que je pense qu'un livre est écrit à une certaine époque, en fonction de questionnements d'une certaine époque. Il s'inscrit dans un courant historiographique, dans un développement de pensée, si vous voulez, et que d'essayer de le réactualiser quasiment ligne ou paragraphe par paragraphe, en y introduisant les nouveaux travaux, au fond, plutôt que de renouveler, ça figeait. C'est un peu le sentiment que j'avais. Ça figeait parce qu'on était tenu par le cadre qu'on avait adopté. On n'allait quand même pas tout réécrire. Et du coup, ça obligeait à rechercher dans d'autres ouvrages ce qui venait confirmer, conforter ce qu'on avait écrit dans l'ouvrage précédent. Ça, c'est pas très... Entre nous, je ne crois pas que ce soit très éclairant. Il m'a paru... Alors, le livre lui-même, si vous voulez, en tant que document, a une valeur historique dans le développement de l'historiographie, dont la façon s'est écrit l'histoire de cette période. Et il m'a paru plus intéressant de le publier tel quel, mais en corrigeant toutes les coquilles. Alors là, il paraît qu'il y en a encore, mais diable, combien de fois ne l'avons-nous pas relu ? Et semble-t-il que la perfection n'existe manifestement pas en ce monde. Mais il y en a de moins en moins, d'édition en édition. Donc de corriger autant que je le pouvais. S'il y avait des petites erreurs, de les corriger. Mais d'entreprendre une véritable réflexion sur ce qui s'était passé entre 1994 et 2018. Ce qui s'était passé sur deux plans. D'une part, qu'est-ce qui avait été publié? C'est même sur trois plans. Qu'est-ce qui avait été publié? Dans quelle mesure ce qui avait été publié depuis, parce que c'est quand même une période de grand enrichissement sur cette période, il y a eu beaucoup de choses qui ont été publiées, qui ont été écrites. Donc, dans quelle mesure, qu'est-ce que ça ajoutait, qu'est-ce que ça retirait, qu'est-ce que ça pouvait éventuellement contredire dans ce qui avait été écrit dans le livre? Deuxièmement, ce que mes propres recherches avaient pu apporter, parce que j'ai continué à travailler quand même depuis 1994, j'ai publié d'autres choses, ça m'a permis d'approfondir d'autres sujets, donc de voir dans quelle mesure là, j'aurais peut-être aussi écrit différemment. Et troisièmement, quelle était la place du livre dans le mouvement historiographique et le mouvement mémoriel de l'époque. Ça, c'est en 1994, l'état des connaissances sur le sujet
la façon dont le débat public sur le sujet se déroulait, c'était très différent de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, dans quelle mesure ce livre se trouvait dans des contextes différents, et dans quelle mesure il s'en inspirait, il se portait en faux contre, etc., etc. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai préféré faire une préface. J'ai trouvé que c'était plus éclairant. Ça restituait le livre dans son contexte. Et bon, dans cette postface, j'ai aussi essayé pas de traiter, mais de reprendre en fait très brièvement une question qui actuellement fait le centre des débats. Comment 75%, je ne veux pas dire, des Juifs de France ont été sauvés. C'est une question qui est faussement posée. Alors, on pourra en reparler après. Mais en tous les cas, essayer de reprendre tout ça à bras le corps, et c'est la raison pour laquelle j'ai préféré faire ça sous forme de postface. Merci René. Alors justement, comme on a préparé ce débat avant que vous n'arriviez, la discussion avec Simon et Henri portait justement sur voilà, les manières de préfacer, de rééditer un livre. Donc on va leur donner la parole. Moi, je voudrais juste ajouter sur le contenu du livre quelque chose au fond qui est aussi très novateur, et je le dis tout de suite pour ne pas oublier de le dire, on en reparlera, c'est que René a traité aussi au fond de la sortie de la solution finale, c'est-à-dire qu'elle traite de la libération, de la reconstruction, et c'est extrêmement important. Aujourd'hui, il y a des thèses qui sont en cours, hein, celle de Zoé Grimbert notamment, et je crois que ça a une dimension novatrice également d'avoir cette approche-là. Donc, Simon donc a réfléchi aussi à cette question de comment rééditer. Bientôt, il rééditera la première version de sa thèse, hein, parce que ça sera un succès. Donc, tu as la parole. Merci. Je vais déjà essayer d'éditer une première fois. Alors, peut-être par respect de la chronologie, je proposerais de peut-être revenir sur 94 déjà, et puis on arrivera immanquablement à aujourd'hui et à cette postface qui effectivement soulève beaucoup de questions. Mais en reprenant le livre pour la conférence et en reprenant notamment l'avant-propos de 2004 qui était déjà un premier retour sur le livre, plusieurs questions me sont venues pour resituer ce moment dans lequel apparaît le livre au mi-temps des années 90. Et une première question, mais il y en aurait beaucoup d'autres, concerne l'approche historiographique, puisque dans une formule qui moi, est restée en mémoire, tu proposes un transfert de l'État à la société, en partant du constat que dans ces années 90, la persécution des Juifs en France a été étudiée d'abord d'un point de vue politique des Allemands, politique de Vichy et politique des organisations juives, qui sont des acteurs impliqués hein, dans ce qui se joue. Et donc tu proposes de sortir de cette approche strictement politique pour voir ce qui se joue au sein de la société. Or, aujourd'hui, on constate un intérêt des historiens pour une approche plus sociale de la persécution, notamment à travers une approche micro. Alors aujourd'hui, on parle d'agency. Toi, tu dis exactement la même chose, mais en français. L'histoire, tu nous dis, dans l'avant-propos, tu parles du rôle de sujet qu'occupent les Juifs, et dans la postface, ce qui montre que tu restes cohérente hein, dans ton approche, les Juifs n'en sont pas moins les sujets d'une histoire politique, sociale, économique et culturelle. Alors, comment est-ce que tu relis ce plaidoyer pour une histoire sociale de la persécution à l'aune des travaux les plus récents qui vraisemblablement t'ont emboîté le pas dans l'idée générale, mais pas obligatoirement dans la méthodologie, puisque toi, ton livre, il a une ampleur proprement impressionnante, hein, tandis que les travaux plus récents font le choix d'objets plus micros, qui sont aussi extrêmement révélateurs. Mais donc il y a une tendance commune et en même temps une approche méthodologique différente. Donc ce serait une première question pour ouvrir sur la portée historiographique du livre, et d'autres suivront. Est-ce que tu veux... Je vais peut-être rassembler. Oui, voilà. Donc on va passer la parole à Henri alors.
prévu de poser une série de questions. C'était voilà un petit peu, mais bon, je vais le faire. Hein. D'abord, je vais quand même dire quelques mots sur René, parce que tu l'as dit, mais René, on se connaît depuis 30 ans. On a une discussion ininterrompue sur ces questions-là. Ininterrompue. Enfin, on aurait pu. D'ailleurs, on l'a eu il y a quelques jours encore. Voilà. Je voudrais dire aussi, René a une place singulière dans l'historiographie, enfin singulière, un peu à part, qui est importante d'abord pour comprendre son travail, mais aussi pour comprendre l'état de l'historiographie. Elle a fait ses études en France. C'est une historienne des Juifs qui est partie ensuite en Israël et qui est restée en France, puisque son travail portait sur la France et qu'elle était constamment en France dans les colloques et autres, mais qui était déjà perçue comme une étrangère. Et je dirais, sans forcer le trait, hein, il y avait une double étrangeté. J'y suis sensible pour d'autres raisons, enfin pour les mêmes d'ailleurs. Hein. À savoir qu'il y a eu une époque quand même, quand tu fais ce livre, il faut le dire, c'est normal qu'une historienne israélienne, juive, travaille sur les juifs. Il n'y en a pas beaucoup qui ne soient ni juifs, a fortiori israéliens, qui travaillent sur ces questions-là. Pourquoi je dis ça? Parce que combien de fois j'ai entendu à l'époque, et tu as dû l'entendre comme moi, si tu travailles sur ces sujets, bah oui, c'est parce que tu es juif. Et a fortiori, en plus, tu es israélienne, donc imaginez. Bon. Donc ça veut dire que à ce moment-là, et je parle du milieu historiographique, le milieu scientifique, hein, c'est-à-dire les historiens professionnels qui travaillent sur ces questions, il y avait encore comme un écho de ce qu'avait été la première phase historiographique, enfin la première pour aller très vite, hein, dont ce lieu d'ailleurs est un symbole, puisque, encore une fois pour schématiser, il y avait parmi les lieux en France où on faisait l'histoire de la guerre, de manière centrale, importante et circonstanciée, c'était d'une part le comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, qui était un institut spécialisé, qui avait des archives sur le sujet, qui est devenu par la suite l'Institut d'histoire et temps présent, auquel j'appartiens encore. Et puis il y avait le Centre de documentation juive contemporaine, donc qui a été intégré en 2005 au Mémorial de la Shoah. Et il y avait, on l'a dit 1000 fois, on l'a même redit ici, il y a quelques jours, lorsqu'on s'est retrouvé pour faire un hommage à Serge Klarsfeld, une forme de division du travail. Bon. Alors, ce qui est assez frappant lorsqu'on fait maintenant l'histoire de cette période historiographique, c'est qu'on s'aperçoit que les liens entre les historiens non juifs et les historiens juifs, ceux qui travaillent sur la guerre en général et ceux qui travaillaient sur les persécutions, étaient au fond extrêmement amicaux, extrêmement proches. Il y avait des relations. Il y avait moins cette sensation d'étrangeté que toi, enfin je crois, hein, c'est une question que je te pose, parce qu'elle a notamment joué sur un livre qui n'est pas celui-là, mais qui est celui, à mon avis, un des plus importants que tu as fait, sur la question de l'antisémitisme au sein de la question juive, bon, le rapport à la question juive à la fois dans la résistance et dans la France libre, et la façon dont ce livre a été accueilli, dont tu dis d'ailleurs, non, c'est pas dans la préface, mais dont tu as parlé dans un autre contexte sur lequel je reviens tout de suite. Donc tu avais une place qui signifie quand même que l'histoire des Juifs appartenait encore un peu aux Juifs. Combien de fois j'ai entendu, et toi aussi, il n'y a que des Juifs qui peuvent faire cette histoire. Aujourd'hui, je crois, c'est terminé. Voilà, c'est terminé depuis longtemps, enfin, heureusement. Mais peut-être tu es une des dernières représentantes qui a dû connaître ce qui ne t'a pas empêché de travailler, ce qui ne signifie pas qu'il y avait forcément des préjugés négatifs. Mais il y avait cette idée qu'au fond, voilà, vous êtes concerné donc. Or, tu as une façon de faire cette histoire, et là je parle sur ce qui est un des fondements même de notre métier. Tu es bien entendu concerné, pour des tas de raisons, directes, et tu as à la fois une distance. Quand tu parles de la politique des persécutions, tu es une historienne, une scientifique, voilà. Mais quand tu parles des Juifs, et ça m'a beaucoup frappé en te lisant, mais je le savais, hein, c'est pas une surprise, tu fais de l'histoire sociale, mais ça n'a rien à voir avec une forme d'histoire sociale qu'on connaît bien en France, hein. Je vais dire gentiment désincarné. Tu fais une histoire sociale. En fait, tu fais pas une histoire sociale, tu fais une histoire empathique. Alors, bien sûr, elle est sociale parce qu'elle s'occupe plus des individus et des sujets que de l'État, mais elle est fondamentalement empathique. Et c'est ça qui est très, très frappant dans ton travail. Alors, ça pourrait faire l'objet d'une première question. Est-ce que tu penses aujourd'hui que cette forme d'empathie a été un passage indispensable, une posture. D'abord, est-ce que c'était une posture scientifique? C'est-à-dire est-ce que tu l'as choisi? Est-ce que c'était naturel pour toi, vu
ton propre parcours. Est-ce que tu crois que c'est encore aujourd'hui, d'abord, est-ce que c'est encore possible, est-ce que c'est encore nécessaire ou pas? Voilà. Alors quand je dis empathique, ça veut dire tu suis tes sujets, tes héros au sens de la narration, comme Léo Hamon, comme Bielinki, sur lesquels tu vas par ailleurs faire des ouvrages, avec une attention qui n'est pas exactement, encore une fois, l'histoire sociale qu'on connaît de manière majoritaire en France. Il y a une vraie interrogation sur des parcours singuliers. Voilà, ça aussi, tu fais l'histoire d'une expérience commune, extrêmement diversifiée, bien sûr. Dès qu'on parle de l'occupation, la diversité s'impose tout de suite. On est à Paris, on est à Marseille, on va être arrêté, on va pas être arrêté, on est étranger, on est français. Enfin, les destins sont complètement différents. Mais toi, tu incarnes cette histoire à travers quelques figures. Et ce qui est très frappant dans ta postface, Simon parlait et Vincent parlait de ton goût pour les journaux intimes. Quasiment un tiers de ta postface est consacrée à Hélène Baird. C'est-à-dire, c'est vraiment enfin, vous connaissez sans doute le journal d'Hélène Baird, qui est un des plus exceptionnels dans ce genre, enfin dans le genre journal, c'est-à-dire le journal intime, le diary. À l'époque, tu ne l'avais pas à disposition. Je ne sais même pas s'il il avait été déposé. Je ne me rappelle plus à quelle époque il a été déposé. Bonjour, je sais plus à quelle époque il avait été. Voilà, donc voilà, était plus bien. Voilà, donc tu as écrit bien avant. Donc, et la façon dont tu écris, si tu avais eu à ta disposition ce journal, qui est encore une fois un idéal type des journaux intimes, si je peux parler ainsi, tu aurais probablement utilisé en long et en large. Voilà. Donc voilà, c'est une question sur, au fond aussi, est-ce que l'histoire, c'est une histoire par l'intime, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire une histoire pas simplement au sens social. Social, ça veut dire les relations sociales, les non-juifs, les juifs. C'est aussi intime. Quelle est la perception? C'est pour ça que le cas d'Hélène Baird est particulièrement intéressant. Comment se fait la perception, par exemple, de cette persécution qui n'est pas qui est immédiate par les statuts, mais dont le danger n'est pas perçu de manière complète et totale, parce que tout simplement, ce danger va progresser en intensité, notamment entre 40 et 42. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour respecter un peu la règle du jeu. Voilà, est-ce que cette façon de faire te semble aujourd'hui encore centrale pour parler, alors à la limite de la Shoah, bien sûr, mais d'autres génocides, puisqu'après tout... avec Vincent, on a quand même travaillé, et René, on a quand même travaillé pendant 1 an et demi sur une mission qui essaie de s'intéresser à non seulement la Shoah, mais à l'ensemble des crimes de masse sur 150 ans, quoi. Bon, je vais essayer en fait de répondre de façon intégrée à vous trois, parce que j'ai pas non plus relevé ce que tu avais dit sur la question de la résistance. J'ai pas fait des études d'histoire, j'ai fait des études de sciences politiques. Je n'ai pas fait ma thèse sur la France ou sur la guerre, j'ai travaillé sur la Russie. Je suis arrivée sur cette question des Juifs de France pendant la guerre tout à fait par hasard et par le biais d'une proposition qui m'avait été faite d'écrire sur la résistance juive. Alors, j'ai l'air de parler d'autre chose, mais en fait, je vous réponds à tous les trois de cette façon-là. Et j'ai commencé, donc je rentrais dans un sujet que je ne connaissais pas du tout. J'ai commencé à faire des recherches et avec une formation de politiste. Donc la résistance, c'est un phénomène politique. C'est une réaction politique. Et ce que je me proposais d'écrire, c'est l'histoire politique des Juifs de France, de ceux, en tous les cas, qui avaient choisi de résister. Et puis, c'était une histoire qui était parcourue par des débats idéologiques extrêmement intenses. Et du coup, je trouvais que les différents écrits, qui étaient d'ailleurs très partiels, qui avaient été publiés sur le sujet, étaient tous très idéologiques, très apologétiques, prenant faits et armes pour un courant contre les autres, glorifiant les uns ou glorifiant les autres,
Bref, c'était très éloigné de ce que je considérais comme étant une approche scientifique. Et moi, je voyais ça avec mon œil. En plus, je suis quelqu'un de très politique aussi. Donc, je voyais ça avec un œil très, presque en noir et blanc, et de façon très tranchée. Et puis, compte tenu des enjeux d'un livre sur ce sujet, je me suis dit, je ne peux pas écrire sur cette période, alors qu'il y a encore des gens qui vivent et qui l'ont vécu, en jugeant, comme je le fais, par rapport à la situation politique dans laquelle je me trouve à l'époque, enfin je me trouvais à l'époque où je me trouve aujourd'hui, c'est pareil, sans essayer de comprendre un peu plus profondément quel est le milieu humain dans lequel les choses se sont passées. C'est complètement, c'est de la prétention arrogante. On ne fait pas ce genre de choses. Et donc, j'ai commencé à collecter, à pénétrer dans ce sujet en collectant des archives sur tout ce que je pouvais trouver sur les Juifs de France pendant la guerre. Mais vraiment, je ne me suis absolument pas limitée à la résistance. J'ai vraiment été... j'ai ratissé au plus large, d'autant que je venais d'un autre sujet. Il fallait que j'apprenne tout. Et c'est là qu'est arrivé, grâce à l'intercession de Pierre Vidal-Naquet, est arrivée une proposition d'écrire un livre sur la vie quotidienne des Juifs en France sous la Seconde Guerre mondiale. Et je me suis dit que c'était l'occasion rêvée de faire très exactement, de construire ce substrat qui me permettrait de faire après une histoire politique, de comprendre mieux ce qui s'était passé. Et donc j'ai accepté. Et c'est là, si tu veux, alors là je réponds à ta question Henri, que mon tempérament, c'est lié à ma formation, parce que j'ai un tempérament empathique. C'est vrai en règle générale. Et que comprendre, pour moi, c'est pas seulement intellectuel, ça va beaucoup plus loin. Et donc, il fallait que je comprenne à fond. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et c'est aussi ce qu'a fait cette histoire sociale. C'est pour ça que j'ai d'emblée adoré, et j'adore toujours les journaux intimes, les correspondances, tout ce qui est clair, ce qui a vraiment constitué la vie des gens. Et effectivement, le grand enjeu, le grand défi, c'est d'arriver à lier cette approche scientifique avec cette empathie au destin des gens, de lier ce qui concerne l'individuel et ce qui concerne le collectif, de faire sens du particulier à travers l'histoire du collectif, sans le trahir, mais sans non plus déformer le collectif tel que je pouvais le comprendre à partir de l'ensemble de ses destins. Donc c'est un peu comme ça que j'ai travaillé. C'est pour ça que comment j'en suis arrivée là, oui. Et je crois que enfin, je ne sais pas si c'est nécessaire. Je pense que ça peut l'être effectivement pour des sujets aussi sensibles que des sujets qui touchent à la Shoah ou au génocide. Je ne crois pas qu'on puisse parler de façon désincarnée de ces choses-là. Je crois que c'est ne pas les comprendre, ou en tous les cas passer à côté, d'une certaine façon. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que moi, je le ressens. Et de toute façon, ça correspond à mon tempérament profond. Je peux pas travailler autrement. Donc, oui, je continue à... C'est pas une posture, c'est un choix assumé qui a été le mien d'emblée, puisque je partais d'une histoire politique et que j'ai vraiment choisi de passer d'abord par ce social humain, je dirais, ou par ce social... avec de la chair, pas uniquement en catégorie, mais sans pour autant mettre les catégories de côté. Parce que sinon, on se perd dans les histoires personnelles et dans les destins personnels et on ne comprend plus rien. Je veux dire, faire des catalogues d'histoire, ça ne fait pas de l'histoire. Donc, c'est trouver cette espèce de voie médiane qui permet de rendre compte des uns à l'intérieur des autres, d'essayer d'avoir une compréhension totale du sujet sans négliger l'aspect individuel. Bon, c'est la quadrature du cercle sans doute. Enfin, en tous les cas, c'est ce que j'ai essayé de faire.
Alors, je dirais que par rapport à ce qui est fait actuellement, oui, c'est sur des sujets plus... moi, j'ai travaillé sur l'ensemble de la France, sur l'ensemble de la guerre. Il y en a qui sont allés beaucoup plus loin en allant et en usant de méthodes anthropologiques, en allant sur des sujets plus précis. Et c'est fort bien que ce soit comme ça. Je crois qu'au point où en était l'historiographie à l'époque où j'ai écrit ce livre en 94, il n'y avait pas grand-chose. Et effectivement, pour moi, c'était vraiment de m'occuper, de reprendre, de transformer les victimes en sujets de leur propre histoire. Alors évidemment, il y avait des choses qu'ils ne contrôlaient pas. La persécution, ils ne contrôlaient pas. Ce n'est pas eux qui avaient décidé de la persécution. Ils étaient les objets de la persécution. Mais l'attitude qu'ils décidaient d'adopter, et ça dépendait beaucoup aussi, et c'est en cela aussi que les correspondances et les journaux intimes sont très importants, de la façon dont ils comprenaient ce qui leur arrivait. Et ils comprenaient ce qui leur arrivait en fonction de leur passé, en fonction de ce qu'ils entendaient dire autour d'eux, en fonction de ce qu'ils pouvaient anticiper à partir de leur cadre de pensée, et on ne peut pas imaginer comment réagir ou de comprendre comment quelqu'un a réagi si on ne comprend pas ce qu'il savait de ce qui lui arrivait et de ce qui lui arriverait demain. Une chose qui m'a été très très utile, tu as évoqué Léo Hamon, dans un rapport qu'il écrivait sur les Juifs de Paris en avril 1941, il écrit Paris, ce n'est quand même pas comme à Varsovie. Et c'est là que je me dis, oui, nous, quand on parle de ce qui se passait à Paris en 1941, c'est pas à Varsovie qu'on compare. Parce que toute recherche ou toute analyse et comparaison, qu'on le veuille ou non, que ce soit explicite ou implicite, dans notre tête, on compare à aujourd'hui, on compare à avant la guerre, on compare à quand il n'y avait pas de persécution. Et donc, la situation est de façon révolutionnaire différente. Elle est fondamentalement différente. Elle est opposée à 180 degrés. Mais à l'époque, on savait, tout d'un coup, on avait en tous les cas des échos de ce qui se produisait à Varsovie. On essayait d'interpréter ce qui se passait à Paris en fonction de ce qui se passait ailleurs au même moment. Et donc, au bout du compte, Paris en 1941, c'était pas bien, c'était grave, c'était un changement. Mais au fond, c'était pas Varsovie, c'était pas si terrible. Ça aurait pu être beaucoup plus terrible que ça. Et donc, il faut comprendre ça pour essayer de comprendre comment les Juifs ont réagi et quelle a été leur façon de faire. Alors, par rapport aux études plus précises et sur des sujets plus précis, c'est un peu le mouvement qui a été le mouvement général de l'historiographie sur la France pendant la guerre. Comme on n'avait rien, on a commencé par parler en général ou à écrire sur ce qui se passait en général. Puis après, il y a eu des études des monographies plus pointues sur des endroits, sur des chapitres particuliers. Et jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle synthèse, je ne sais pas quand, mais qui reprendra les acquis de ces différentes études plus éparses, en fait, sur des coins particuliers ou sur des secteurs particuliers. Et pour revenir simplement encore sur un point, c'est celui de la résistance des Juifs, qui est aussi une façon de dire en quoi, pour moi, c'est une espèce de credo dans mon écriture, quelque chose qui est important dans mes recherches, dans mes analyses, etc. Et ça rejoint aussi ce que tu as dit sur l'étrangère qui n'est pas étrangère, mais qui est quand même étrangère, etc. J'adore ça, moi. Je trouve que je reconnais que c'est une position extraordinairement privilégiée pour écrire sur ce genre de sujet, parce que je connais suffisamment bien la France, les Français, les Juifs de France pour essayer d'avoir une compréhension quasi interne de ce qui a pu se passer, ou même des débats qui se tiennent aujourd'hui au sein de cette collectivité. Et en même temps, j'ai suffisamment de distance pour dire « Hé, coucou,
Je suis à part quand même. Je suis là-bas. Donc je peux regarder d'une façon un peu détachée aussi. Donc en fait, je suis privilégiée. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est quand même... Donc je peux dire les choses crûment aussi parfois, quand on ne les dit pas toujours très crûment ailleurs. Et donc un de mon credo, c'est vraiment que, et c'est pour ça que j'en reviens à cette histoire de française, juive, israélienne, toutes ces identités mélangées que je revendique l'une comme l'autre, c'est sur la question de la résistance, par exemple, parce que c'est le sujet sur lequel je voulais travailler au départ, qui m'a fait produire ou même 3 byproducts, 2 produits dérivés qui font 700 ou 800 pages chacun. Mais là, j'y reviens, mon histoire des Juifs de la résistance des Juifs de France, et ce qui m'intéresse, c'est précisément de réintégrer cette histoire dans un double cadre, parce qu'elle appartient à un double cadre. L'histoire de la résistance des Juifs de France, c'est l'histoire politique des Juifs de France. Même quand ils se sont engagés en tant que Français. J'en fais pas pour autant je ne leur prête pas pour autant une identité qu'ils ne revendiquaient pas en tant que vécue, parce qu'il faut les respecter dans leur identité telle qu'ils la vivaient, mais il n'empêche, et il y a plein d'indicateurs qui le montrent, qu'ils faisaient partie d'une collectivité qui s'appelle les Israélites ou les Juifs de France. Et donc, cette histoire politique des Juifs de France m'intéresse en tant que telle également. Et par conséquent, c'est donc réintégrer l'histoire de la résistance des Juifs pendant la guerre dans cette histoire-là. Mais c'était aussi l'intégrer dans l'histoire juive. Parce que ça fait aussi partie de l'histoire juive. Et de retrouver, voilà, ce que je peux répondre à cette étape-là du débat. Merci beaucoup René. Et je pense que ce qui émerge, et tu le dis à plusieurs reprises dans ton livre, c'est le fait que suivre justement ce face-à-face des Juifs en France avec la persécution, c'est aussi comprendre, au fond, l'attitude d'une société qui, d'une certaine manière, aurait dû être l'attitude aussi de l'ensemble des Français, compte tenu de l'histoire politique, d'intégration et d'égalité civique en France. Et finalement, il faut quand même se rappeler que le statut des Juifs, c'est un monstre juridique et c'est pour cette raison que, je veux dire, le choc de la Shoah et de la complicité de la solution finale en France est si important, parce que c'est une déchirure complète, je veux dire, de la manière dont la France politique s'était construite. Et c'est là où on peut mesurer aussi la fragilité finalement de ces constructions démocratiques, et ça nous interpelle aujourd'hui. Donc je vous propose, puisqu'il faut aussi avoir un dialogue avec le public, et donc de poser une dernière question, pas directement, enfin, une nouvelle question avant de vous donner la parole, donc à Simon et à Henri, en rebondissant sur ce que tu disais. Parce qu'au fond, un grand livre, c'est un livre qui va inspiré vers d'autres travaux. Et donc, c'est effectivement extrêmement intéressant. On est très heureux que tu, finalement, retournes vers ce grand projet au fond, de la résistance juive. Donc, moi, je voudrais poser la question à Simon et à Henri. Finalement, ce livre, le livre et cette réédition, vers quels travaux, éventuellement, eh bien, ce livre, cette réédition, vous conduirait l'un et l'autre? Dans quel sens? En quoi est-ce que ça nous inspirerait pour de futurs travaux ou... Par exemple, pour concevoir donc des questions historiographiques ou des questions de recherche factuelle? Moi, ce que ça m'inspire, c'est l'accent mis sur les réponses juives. C'est une formule que René emploie, qu'on retrouve aussi beaucoup dans l'historiographie de langue anglaise et aussi en hébreu, puisque l'avant-propos de 2004, ou est-ce que c'est l'avant-propos de 2004, rend un hommage appuyé à Israël Gutman, et donc aussi à une école historiographique israélienne que tu connais bien pour en faire partie, autant que tu fais partie de l'historiographie
française. Et donc déjà, ça serait peut-être une première question pour toi de nous dire qu'est-ce que cet ancrage israélien, d'un point de vue historiographique aussi, ça a signifié. Et pour ma part, pour revenir à la question de Vincent, les réponses juives, ça m'intéresse aussi comme angle d'attaque quand on s'intéresse à l'après-guerre et à l'immédiate après-guerre. Il y a plusieurs travaux qui aujourd'hui se penchent sur la manière dont les Juifs de France ont eux-mêmes travaillé à leur réintégration, à leur reconstruction. Et en fait, on pourrait très bien reprendre la proposition forte que tu as faite dans ton livre de redonner toute leur combativité, toute leur autonomie dans un cadre contraint aux Juifs sous l'occupation, mais aussi dans l'immédiate après-guerre, que ce soit la question des spoliations et des réparations, la question de la justice, qui, moi, m'intéresse beaucoup, et mes recherches postdoctorales vont vers une étude de la manière dont les Juifs ont fait face à l'épuration, ont essayé d'y prendre part, en acteurs, pas simplement en spectateurs ou en objets de procédure qui désormais ne les incriminaient plus, mais voulaient les défendre ou parfois évincer les réparations morales et matérielles auxquelles ils avaient droit. Donc c'est de ce côté-là, pour la guerre et pour l'après-guerre, parce que aussi ton livre pour moi était important, parce que en quelques pages, tu ouvres énormément de choses sur l'après-libération et l'immédiate après-guerre. Et je crois que ce pont-là que tu as construit vers cette autre période historique, mais qui lui est bien sûr qui est liée à celle qui t'intéresse le plus, ça me semble aussi quelque chose d'intéressant. Et c'est un peu la marque de tes livres, de travailler sur la guerre, mais de jamais oublier l'après-guerre. Et l'épilogue dans Propagande et Persécution, c'est quasiment un article en soi. C'est pas un épilogue. Et ça porte sur l'après-guerre, l'immédiate après-guerre, et ça ouvre à nouveau. Pour l'après-guerre, tu défriches et tu dis aux autres, allez-y. Et c'est comme ça que j'ai toujours pris tes fins d'ouvrage, puisque moi je suis spécialiste de l'immédiate après-guerre et d'un après-guerre un peu plus long jusqu'aux années 60. Merci Simon. Alors allez-y Henri. Dis René. Oui, alors déjà ton livre, pas pour juste pour te faire un compliment, il était précurseur parce que quand même il sort en 1994. La date n'est pas totalement indifférente du point de vue des débats sur Vichy. C'est le procès Touvier, c'est le premier procès contre un Français pour crime contre l'humanité. C'est le moment où la polémique sur Vichy, alors même qu'une partie a été résolue par la création d'une nouvelle commémoration, qui sera la commémoration du 16 juillet, mais la polémique la plus violente à cette époque, c'est la polémique contre le président de la République. Enfin, vous vous sentez sans doute. Donc, on en parlait encore une fois il y a 15 jours avec Larcel, on est vraiment à un moment où la tension, c'est un problème national, se porte sur Vichy. Et donc sur la politique de persécution. Mais dans cette politique, il y a pas mal d'absents. Alors, les Juifs ne sont pas absents, bien sûr, puisque ce sont les victimes. Mais quand même, l'attention est portée sur la politique. Il y a quand même un absent. Enfin, on l'a dit, répété 1000 fois, on va quand même le répéter encore aujourd'hui. Les Allemands, ils ont un peu disparu. C'est quand même eux, fondamentalement, qui ont... On parlait en termes juridiques, avaient l'intention criminelle première. Donc, et toi, ce que tu fais dans ce livre qui paraît précisément en 1994, c'est que tu vas réintroduire en fait une dynamique absolument fondamentale pour comprendre la situation de la Shoah en général. Les Allemands, qui sont l'acteur premier, je vais vite à la conclusion, si 75% n'ont pas été exterminés, c'est pas uniquement, et même probablement pas uniquement dû à la protection des Français, mais parce que la politique allemande en France n'a pas été celle qu'ils ont menée, que ce soit à Salonique, à Varsovie ou à Budapest. Donc voilà, c'est un élément fondamental qu'on oublie, mais qui est quand même absolument central. Donc tu réintroduis les Allemands, tu abordes Vichy, tu abordes les Juifs en tant que tels, tu abordes la société française dans son ensemble, c'est un peu compliqué, mais c'est très important, et tu abordes les organisations juives. Alors, ça débouche sur quoi? Là où je pense que tu es précurseur, même s'il y a eu d'autres chercheurs avant qui l'avaient développé, tu mets en avant l'autonomie des Juifs sous l'occupation. C'est quelque chose, à mon avis, qui est tout à fait essentiel. Alors, bien sûr, on l'avait déjà étudié, mais tu sors ce livre au moment où cette autonomie a disparu dans le débat public. Les Juifs sont totalement les victimes d'une politique qu'on est en train de condamner. Et c'est là-dessus que se porte l'attention. Mais tu réintroduis ce que j'appelle l'autonomie, c'est-à-dire
tu as cette expression que j'aime beaucoup, enfin, je ne sais plus si c'est dans la postface, j'avais noté pas 596, bon, tu dis, les Juifs vivent dans un monde parallèle. Alors, que ce monde soit moins dangereux que celui de Varsovie, c'est une évidence, mais c'est quand même, malgré tout, un monde parallèle très compliqué, parce que pour partie, c'est le monde normal, hein, c'est le monde dans lequel ils vivaient avant-guerre, mais une partie, d'abord, il y a une partie qui est dans la clandestinité, puis une partie qui se trouve, en gros, entre les deux. Bon. Et donc, tu réintroduis cette idée de l'autonomie. Je pense que c'est une idée absolument fondamentale pour la Shoah et pour l'ensemble. Quand on travaille sur les génocides, la question de travailler sur les victimes, c'est pas juste une question de rétablir la justice, de s'intéresser aux victimes. Non, c'est absolument fondamental pour comprendre les mécanismes. Alors, je dirais pas de résistance, parce que quand tu parles de résistance, on entend tout de suite la dimension alors politique, engagée, armée, qui est fondamentale. Mais il y a aussi l'autoprotection. Tu es une des premières, pour la France en tous les cas, et à l'insérer dans une étude globale, à montrer que, fondamentalement, les Juifs qui ont pu être protégés, et en particulier les enfants, ont pu l'être parce que la société juive qui s'est constituée ou reconstituée sous l'occupation dans un contexte particulier a mis en place des mécanismes d'autoprotection. Et donc, ça, c'est un élément absolument fondamental parce qu'il s'agit des Juifs, parce que les Juifs, alors pas tous les Juifs, mais une partie d'entre eux, notamment ceux qui venaient de Pologne ou des pays de l'Est, des pays d'Europe de l'Est, avaient une culture de cette autonomie, de cette autoprotection qui a énormément joué pendant la guerre, qui a énormément joué dans l'après-guerre. On l'avait montré, on avait essayé de le montrer dans l'exposition qu'on avait fait avec Simon sur après la Shoah, et qui constitue un élément qui était au fond un peu perdu dans le débat public. On ne le voyait plus, ça. Les Juifs étaient passifs. Parce que quand on dit on ne s'intéresse à eux que comme des victimes, c'est-à-dire qu'ils sont passifs. Passifs, parce que, comme on dit, un acteur passif, voilà, ils sont des acteurs dans l'histoire, mais ils sont des acteurs passifs. Toi, tu introduis, comme d'autres, une autonomie. Bon. Et là-dessus, alors c'est là où je vais poser peut-être une ou deux questions. Une des choses que tu dis, et là, j'ai une question, je n'ai pas la réponse. Tu insistes, comme beaucoup d'historiens du judaïsme en général et du judaïsme de cette période en particulier, sur la solitude des Juifs. C'est le thème qui revient constamment dans l'histoire juive, compréhensible, hein, bien sûr. Donc cette solitude est, on va dire, a priori, en grande partie évidente. Et pourtant, l'une des questions qui se pose, pas simplement en termes de bilan, mais pour comprendre cette façon que tu as de réintroduire la question des Juifs à l'intérieur d'une société elle-même clivée et elle-même occupée, etc., c'est la question de l'intégration. On parle quand même de la France, où les Juifs sont les Juifs en tous les cas français, les étrangers en partie aussi, penser vivre non pas un havre de paix exempt de toute forme d'antisémitisme, ne rêvons pas. Mais enfin, quand même, c'est pas la même chose. Hein. La France, c'est pas la même chose que les pogroms de l'Est. Voilà. Et même sous l'occupation, je vais peut-être dire quelque chose il faut quand même le rappeler. La violence qui s'est exercée contre les Juifs sous l'occupation est fondamentalement une violence d'État. Il y a eu des cas, il y en a eu beaucoup, notamment à la fin, avec la milice et les collaborationnistes. Mais vous n'avez pas, comme d'autres situations, en Pologne ou à Salonique, par exemple, où la population française va participer directement au massacre. Alors, il y a des cas, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire que les Français ont été exemplaires. Mais on est là dans deux formes de culture, y compris dans les persécutions, qui sont très différentes. Et ton livre permet très bien de comprendre ça. Mais il y a une question, c'est comment articuler cette question de la solitude que tu n'as pas inventée, bien sûr, c'est pas juste un point de vue qui ressort des témoignages, des journaux, des discours pendant et après, avec la question à la fois de l'intégration. Il y avait une intégration des Juifs en France avant-guerre, et de la désintégration, plus exactement, du degré de désintégration de cette communauté juive face Vichy aux persécutions, etc. Et la question qui va avec, et c'est pour répondre un peu à l'interrogation que voulait poser Vincent, quand on refait c'est compliqué de refaire un livre. Je vais prendre un exemple, un illustre exemple, mais pourquoi pas te comparer à eux. Lorsque Paxton, je le sais, puisque j'ai parlé avec lui longtemps de ça, il a réédité le livre qu'il a écrit avec Michael Maurus il y a 2 ans à peu près, 2-3 ans, Vichy et les Juifs. Bon, pardon ? 2015, 3 ans. Bon. Et il fait cet exploit qui est vraiment l'exploit d'un historien professionnel, je veux dire, c'est-à-dire quelqu'un qui a du métier, c'est-à-dire qu'il va publier un livre d'où la thèse centrale ne bouge pas d'un iota, elle ne bouge pas,
très peu, enfin, elle ne bouge pas, et où toute l'historiographie postérieure est intégrée dans le livre en question. Alors, sous forme d'incises, de phrases, de notes en bas de page. Après, c'est toute la technique du métier qui entre en ligne de compte. Mais ça pose une question. Et on en a parlé encore une fois l'autre jour avec Klarsfeld, qui n'aime pas ce livre. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Mais voilà une thèse écrite, alors 81, qui ne bouge pas. Réédition, ça ne bouge pas. Quand je lis ton livre et je l'ai relu, je me dis au fond, mais qu'est-ce qui a bougé? Parce que tu le dis... Comme tous les historiens, ouh là là, on a beaucoup produit, c'est un domaine extrêmement vivant de l'historiographie. Oui, bien sûr. Oui, je le sais. Mais alors, qu'est-ce qui a changé? Et si on te donnait la possibilité, surtout l'énergie, de vouloir... Et oui, évidemment, c'est réécrire des livres comme ça, mon Dieu. Bon, si on te donnait l'énergie de tout réécrire, de tout reprendre à zéro, mais qu'est-ce qui changerait véritablement? Et c'est une vraie question, parce que moi, je pense que les nouveaux chantiers ne sont pas là. Ils sont, alors, où ils sont dans ce qui apparaît en creux dans ton livre. Enfin, je t'en donne deux. Un, c'est la question des Français, c'est-à-dire non pas les Juifs, mais les autres. C'est-à-dire de prendre la même question, mais vue de l'autre côté. Mais là, c'est beaucoup plus difficile. C'est parce qu'on ne parle pas de la minorité, mais on parle du reste de la société. Et puis, je maintiens, alors ça, c'est beaucoup plus technique, qu'une étude synthétique, précise, incontestable sur la politique allemande en France à l'égard des Juifs reste encore probablement à écrire. Enfin, je ne dis pas qu'on ne sait rien, mais il y a encore un certain nombre d'incertitudes, et notamment sur le rapport entre le bilan et cette politique telle qu'elle a été appliquée en France. Voilà, ça c'est une suggestion. Voilà, donc René va répondre de manière synthétique. Ensuite, je ferai un tout petit point final, et ensuite on pourra effectivement ouvrir le débat. On m'a fait savoir qu'on avait 2 heures, donc en fait on a encore donc jusqu'à 6h30 pour dialoguer. Donc René, à toi. Oui, alors il y a eu beaucoup de questions qui ont été soulevées par vous deux. Je commencerai par l'ancrage israélien. Ça rejoint en fait ce que disait Henri aussi, c'est-à-dire que cet ancrage israélien, ou le fait d'être de voir de près. Enfin, j'ai écrit dans un espèce d'essai d'égo-histoire qu'on m'a demandé, et dans le cadre d'un projet commun auquel Henri a également participé, que je me suis souvent vécue comme une autodidacte. Ce qui paraît absurde, parce que, bon, je ne suis pas autodidacte, hein. J'ai fait mes études en France, doctorat inclus, etc. Donc, je ne suis pas une autodidacte. N'empêche que, comme je suis arrivée sur un nouveau sujet, je suis partie dans un autre pays, je me suis retrouvée avec des gens qui travaillaient sur autre chose. J'étais complètement isolée sur ce plan-là par rapport aux gens avec lesquels j'aurais pu travailler en France. D'une certaine façon, je me suis aussi beaucoup formée avec les gens qui avaient autour de moi. Et c'est vrai que là, c'est très certainement le contexte israélien qui m'a fait prendre conscience du fait que les Juifs n'étaient pas seulement des objets. Ce qui était quand même... c'est comme ça qu'on travaillait sur les Juifs en France, hein, c'était à travers le regard des autres. Et donc, c'est probablement de là que ça vient. Je veux dire, c'est ce que ça m'a donné. Et je suis le produit de ces deux choses-là en même temps, c'est-à-dire de la formation que j'ai eue ici et de l'auto-formation que j'ai eue là-bas au gré de mes contacts professionnels et autres. En ce qui concerne les lendemains de la guerre, oui, ça a toujours été très très important pour moi, parce que sinon, je pense que on ne comprend pas une période sans essayer de savoir ce qu'on hérite de la période précédente. Et je dois dire que, alors plus encore dans les années qui ont suivi et dans les années qui ont suivi, quand j'ai publié ce livre auquel Henri faisait allusion tout à l'heure sur les Juifs, la résistance et les Juifs, ou la propagande de la résistance et les Juifs, j'étais exaspérée par le débat sur le silence ou pas le silence de l'après-guerre.
parce que je considérais que c'était totalement détaché de la façon dont les choses s'étaient passées pendant la guerre et qu'on ne comprenait strictement rien à la question. C'est-à-dire que de dire que les Juifs, les Français, la société française s'était tue sur le génocide ou sur l'Holocauste, c'était oublier que les good guys, les résistants pendant la guerre, s'étaient tus pendant toute la guerre quasiment, sauf pendant 3 mois entre juillet et octobre 42. Donc c'était un silence qui se poursuivait et il fallait essayer de comprendre pourquoi. Et c'était dû, à mes yeux, à la place des Juifs dans l'imaginaire français, dans l'imaginaire culturel français. Et donc, il y a une continuité. On ne peut pas débattre de ce qui s'est passé ou pas passé après la guerre vis-à-vis de ce que les Juifs avaient vécu pendant la guerre ou de la façon dont ils avaient eux-mêmes géré leur propre passé, leur mémoire, leur reconstruction et tout ça, sans envisager, sans voir dans quelle mesure c'était lié à ce qui s'était passé pendant la guerre, au moment où les choses se produisaient. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait toujours... J'aime bien ce que tu as dit sur le fait que je lance des pistes et je dis après, allez-y. C'est exactement comme ça que je le voyais et c'est comme ça que je le vois quasiment dans chaque bouquin. Donc, oui, c'est comme ça que j'essaye de voir les choses. Alors, les mondes parallèles, oui. Et la société française, oui, elle est déjà très présente dans ce livre parce qu'il y a des moments où je passe complètement sur ce qui se passe en France au même moment, sur ce qui se passe à Paris au moment où, etc. Parce que j'ai eu très très fort ce sentiment de monde parallèle. Et ce que j'écris dans ma postface, si j'avais changé quelque chose, c'est une des choses que j'aurais changé, c'est probablement j'aurais plus insisté encore sur cette question non pas de solitude mais d'isolement. Et je l'aurais fait parce que je le retrouve vraiment de façon lancinante et récurrente dans des journaux, dans des correspondances, mais qui sont écrits par des gens, mais alors extraordinairement différents, sur tous les plans. Et dans la postface, j'en donne en fait 4 exemples, 3 exemples personnels, 3 exemples individuels et un collectif, qui moi m'ont énormément frappé. L'un, c'est celui d'Hélène Baird, effectivement, qui revient à plusieurs reprises sur ce sentiment d'isolement, alors que s'il y a quelqu'un d'intégré dans la société française, c'est bien Hélène Baird, plus que quiconque. Totalement intégrée, et pourtant elle sent une barrière. Le terme n'est pas de moi, il est d'elle. Elle sent une barrière qui s'est érigée entre elle et ses amis. Alors que ses amis ne sont pas devenus antisémites, ses amis ne sont pas... Mais ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Il y a quelque chose d'incommunicable au moment même. Elle se sent extraordinairement isolée. Alors là, je vais vous faire un scoop et une confidence, mais il ne faut pas le dire. Le journal d'Hélène Baird, je l'ai lu. Je l'avais lu au moment de... Il m'a été communiqué sous le manteau avec interdiction absolue d'y faire référence. Donc, je ne l'utilise pas trop, mais un peu. Il y a des petits moments par moment où on peut sentir quand même les échos de ce que j'avais lu chez Hélène Baird, mais j'avais l'interdiction absolue de le citer ou de dire quoi que ce soit, de faire une allusion directe à ce journal. Donc si, je l'avais lu. Alors ça, c'est à propos des gens. Il y avait Hélène Baird, qui est parfaitement intégrée. Il y avait Vladimir Rabinovitch, l'écrivain Rabbi, qui lui qui était sioniste. Alors là, ça lui quand même idéologiquement quand même très structuré, donc qui pouvait éventuellement, c'était pas le cas d'Hélène Baird, hein, mais qui lui avait donc une conscience très nette de ce qui unissait le peuple juif et marié à une non-juive d'ailleurs, et qui sentait un isolement, enfin une séparation entre lui et les autres, y compris son ami Mounier, son ami Mounier qui lui dit, au moment où lui est en pleine, suit la persécution, ah oui, l'antisémitisme, c'est un phénomène superficiel.
Je veux dire, et pourtant, c'est pas n'importe qui, Mounier. En plus, c'était son ami. En plus, tout ce que vous voulez. Et donc, il a senti que bon, là, il y a quelque chose qui passait pas, quoi. Je veux dire, et ça a été de pire en pire, tandis que les années de persécution passaient. J'aurais pu aussi citer le cas de Marc Bloch. Alors là, plus français que ça, tu meurs, si, comme dirait la génération d'après la mienne. Mais non, il n'empêche qu'avec Lucien Febvre, il y a dans leur correspondance des passages où on se dit, mais enfin, c'est pas on se dit, il rabroue Lucien Febvre en lui disant, mais tu sais pas de quoi tu parles. Parce que Lucien Febvre lui dit, ah oui, toi, t'es quand même plus tranquille, t'es en zone sud, un truc comme ça. Il lui dit, non, mais tu te rends compte de ce que vous êtes en train de dire? Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Il y a un monde, il y a un fossé entre les deux. Et cette espèce de fossé, je l'ai senti vraiment très concrètement dans plein d'endroits. Alors, le cadre collectif dans lequel ça s'exprime, qui, moi, m'a laissé alors la bouche bée, c'est en août 1944, chez les communistes juifs qui ont passé toutes leurs années de propagande clandestine à célébrer la solidarité des Français à l'égard des Juifs persécutés. C'était vraiment leur un des thèmes principaux de leurs écrits, qui écrivent, on était quand même isolés. Au sein de la résistance, on était isolés. Oui, d'accord, vous nous faisiez part de votre sympathie au niveau individuel, mais en tant que collectif, vous nous avez laissé nous débrouiller tout seuls. En gros, c'est ça. C'est même pas, je pourrais presque reprendre la citation exacte. Donc ça, c'est par exemple quelque chose que j'aurais changé. Autre chose que j'aurais changé, et c'est lié également à la question c'est lié à la propagande, parce que j'ai travaillé sur ce sujet. Ce qui se disait dans les années 90, à la suite du livre de Laborie d'ailleurs, de Pierre Laborie, ce qui se disait, c'est que la propagande de Vichy... elle n'était pas très antisémite, en fait. Bon, il n'y avait pas un seul mot contre les Juifs dans les discours de Pétain, ce qui est vrai. Sauf que quand bon, alors moi, on peut pas tout faire des recherches sur tout à fond. Hein. Moi, je me suis appuyée sur ce qui était écrit par les autres sur ce sujet dans les années 90. Et puis pour mon livre sur la propagande et persécutions, je suis allée voir un peu plus loin. C'est du délire de dire ça. Alors évidemment, à côté de la population, de la propagande allemande, c'est pas la même chose. C'est pas le même type de propagande. Mais la propagande antisémite de Vichy, elle était là et elle était même drôlement là et dans plein d'endroits. Même si dans les discours officiels de Pétain, elle n'était là que de façon détournée, ça l'a pas empêché le même maréchal Pétain de s'exprimer en préface ou en postface. Je ne sais pas quoi, d'un film antisémite. Je crois que c'était dans Le Péril juif. Et il y avait toutes les brochures de Vichy pêchaient par un antisémitisme violent, etc., etc. C'était pas seulement l'espèce d'aspect mineur. On remarquait qu'il n'y avait pas de refrain antisémite, etc. Bon, d'accord, mais... aller et dire que du coup la propagande de Vichy, la propagande antisémite de Vichy était plutôt mineure, j'ai trouvé que c'était un peu... Et à l'époque, dans les années 90, c'est là-dessus que je me suis appuyée, c'est ce que les autres écrivaient sur ce sujet. Donc là, j'aurais complètement révisé ce passage-là, sur ce plan-là, j'aurais changé. Et la société française, je m'y suis intéressée par la question par la suite, par la question de la propagande. Et de la même façon, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure en parlant de l'intégration des Juifs dans le cadre, dans le contexte à l'intérieur duquel ils fonctionnaient. La résistance des Juifs, je dis d'ailleurs pas la résistance juive, hein, j'aime pas dire la résistance juive, je préfère dire la résistance des Juifs. Pour un tas de raisons, ce serait trop long d'expliquer maintenant. Mais on ne peut pas comprendre ce qu'il y avait dans les journaux de la résistance des Juifs, dans les journaux communistes ou les autres, sans savoir ce qui se disait dans la presse clandestine. On ne peut pas comprendre la façon dont les Juifs organisaient leur autoprotection ou le reste, sans comprendre ce qui était possible compte tenu de l'état de la population, de la société française et de la façon dont la population française voyait les Juifs, comprenait ce qui leur arrivait, etc. etc. Donc, oui, c'est un sujet qui me paraît essentiel. Et le rôle des Allemands, oui, ça, tu sais bien qu'on est d'accord sur cette question-là.
je ne sais pas si dans l'audience vous connaissez ce livre, si vous le connaissez tous, tout va bien, mais dire quand même un mot, parce que ton livre ne parle pas de l'antisémitisme qu'il y a pu avoir dans les mouvements de résistance, dans la France libre, qui était au fond l'antisémitisme résiduel, l'antisémitisme qui est à la société française. C'est pas ça. Enfin, si je veux pas parler à ta place, mais ce qui est fascinant dans ton livre, c'est que tu montres, notamment la France libre, parce que la France libre avait des coups des franches, plus ou moins, c'est de montrer comment le refus de parler de l'antisémitisme ou la discrétion avec laquelle les questions, notamment des mesures anti-juives de Vichy, vont être abordées, ne vient pas fondamentalement d'un antisémitisme qui serait inhérent aux membres de la France libre, même s'il y en a eu. Il vient d'une lecture, et tu m'arrêtes si je me trompe, c'est ça qui m'a fasciné, de la lecture que ces gens qui sont en guerre, donc qui se projettent dans une action, qui connaissent quand même leur pays, pour une bonne partie d'entre eux, anticipent, d'abord diagnostiquent que cet antisémitisme-là est bien présent dans la société française. Ça, c'est la base. C'est un diagnostic qu'ils font en tant que propagandistes en guerre. Encore une fois, ne jamais oublier ça. Et donc, puisque la France serait, ou est, là je mets un point d'interrogation, antisémite, donc aborder cette question est délicate parce qu'il ne faut surtout pas que la France libre apparaisse comme défendant ou faisant la guerre pour les Juifs, ce qui est précisément le thème de la propagande de Vichy. Donc on est dans... C'est ça, enfin je parle à ta place, je suis un peu gêné, mais c'est ça que j'ai trouvé fascinant dans ton livre, parce qu'on est... Alors, je ne dis pas l'historien, mais moi, quand je le lis, même comme citoyen, je me dis, nom de Dieu, à la fois, c'est absolument révoltant, par certains côtés, mais en même temps, on se dit, mais oui, l'objectif n'est pas de défendre les Juifs pour la France libre. C'est bien le problème. L'objectif, c'est encore une fois, de gagner la guerre. On retrouve cette problématique à l'égard des Alliés. Mais quand même, c'est-à-dire, cette ligne de conduite a été vraie en 1940, elle a été vraie quasiment pendant toute la guerre, sauf... effectivement, à un moment où les Alliés sont relativement mobilisés pendant très peu de temps à cause des informations qu'ils ont sur l'extermination systématique. Mais c'est dire à quel point... Alors c'est là où je pense que le thème de la solitude est absolument fondamental. Que les Français ou pas l'aient été profondément, et là on peut discuter, puisqu'on peut dire, on a des témoignages qui disent les deux choses en même temps, mais que ceux qui auraient pu un tant soit peu les protéger, un tant soit peu, au moins par le verbe, étaient persuadés que cette protection-là était, on va dire, non pas néfaste, mais contradictoire avec les buts de guerre. Et ça, c'est absolument dramatique, alors que l'extermination des Juifs était bien un but de guerre des Allemands. Oui, je crois que tu as fort bien exprimé ce que j'ai écrit dans ce... C'est pas celui-là, mais c'est dans Propagande et persécution. Mais je crois que ça dit aussi autre chose. Outre ce que tu dis là, c'est un ordre de priorité. C'est-à-dire qu'on choisit les thèmes sur lesquels on prend l'opinion à rebrousse-poil et ceux sur lesquels on les caresse dans le sens du poil pour ne pas les transformer en antagonistes absolus. La résistance, et Londres en particulier, la France libre à Londres, était minoritaire dans la population. Donc il fallait gagner la population à leurs idées. Et quand on veut gagner une population, on ne peut pas la prendre à rebrousse-poil sur tous les sujets. Si on prêche la résistance, il faut aussi la caresser dans le sens du poil sur certains sujets. Ces certains sujets étant, à leurs yeux, les moins importants. Et donc, il y a une hiérarchie dans les sujets considérés comme importants ou moins importants qui est faite dans les choix. Donc, c'est ça aussi qui m'a... Et c'est, là encore, je reviens à Marc Bloch et Lucien Febvre. Enfin, c'est pour moi, cette correspondance est révélatrice d'un tas de choses. Et là encore, pour Marc Bloch, la volonté, enfin, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le problème qui se posait entre les deux, c'est faire poursuivre la parution des annales, Marc Bloch ne pouvant plus écrire ou interrompre la parution des annales. Et Marc Bloch, pour lui, la question de l'égalité ou accepter de rayer le nom d'un juif, que ce soit le sien
ou que ce soit rayer le nom d'un noir ou d'un breton ou n'importe quoi. Et il le dit, c'est pas parce que je suis juif et c'est pas parce qu'il s'agit des juifs. Mais c'est quelque chose de fondamental. Ça touche à quelque chose de fondamental. Et c'est en ce sens qu'il ne faut pas le faire. Alors que pour Lucien Febvre, c'est un point subsidiaire. La pensée française doit continuer à être, à pouvoir s'exprimer. Voilà, et si tu veux, c'est la hiérarchie des sujets à défendre et de ceux sur lesquels on peut faire un pas en arrière. C'est un peu comme ça aussi que j'ai vu les choses, outre ce que tu as fort bien expliqué. Oui, je pense que René Henry ont mis le doigt sur un élément vraiment essentiel qui nous concerne, je crois, aujourd'hui, parce que finalement, l'engagement de la France contre la Shoah, comme génocide, c'est une idée neuve. Dire là. Et ce qui est montré au moment de la Seconde Guerre mondiale, l'idée que si on écoute en gros les Juifs qui sont à Londres par exemple, on va se détourner des objectifs stratégiques, militaires visant à vaincre le Troisième Reich, c'est parce que aussi il y avait une sorte de faille cognitive complète qui était que le fait que la Shoah soit un fait global, un système coordonné, programmé, pensé, de destruction complète, au fond de l'humanité, à travers notamment, souvenez-vous quand même que les protocoles de Wannsee visaient aussi à se saisir des Juifs britanniques et de l'ensemble des Juifs d'Europe. Donc là, au fond, il y a une impossibilité de penser la persécution des Juifs comme un fait global qui, à la fois, concerne les Juifs, mais concerne l'ensemble des Alliés. Et donc, je crois que ça explique beaucoup de la nécessité aussi de continuer à travailler la Shoah comme un génocide. Et c'est certain que le passage du procès de Nuremberg, qui sont abordés à la Convention pour la répression et la prévention du crime de génocide de 9 décembre 1948, donc on va commémorer cette année l'anniversaire, est tout à fait essentiel de ce point de vue-là. Mais est venu tardivement, au fond, par rapport à la fin de la guerre. Alors, donc, moi, je voudrais juste remercier Simon, Henri et René. Peut-être, je voudrais dire, juste pour finir, très, très bref point, parce qu'il me semble que ce débat était vraiment intéressant, et donc, on aura une demi-heure d'échange, et c'est très bien. D'abord, peut-être relever le rôle de Pierre Vidal-Naquet comme agent littéraire, parce que en 1994, c'est lui aussi qui m'a fait écrire mon premier livre sur l'affaire Dreyfus. Donc voilà, c'est un hommage aussi qu'on peut rendre à Pierre Vidal-Naquet. Le deuxième point, c'est la question de l'autonomie des Juifs en France. Et là, ça a été dit assez clairement, je crois qu'il faut le relever. Si finalement il y a cette autonomie, c'est aussi largement par la contribution des Juifs immigrés qui eux-mêmes avaient élaboré des dispositifs d'autonomie, d'autoprotection. Et là encore, on mesure l'importance, au fond, d'une contribution d'immigrés, d'étrangers, d'exilés aux réponses que les Juifs opposent à la solution finale. Le troisième point, c'est, comme l'a souligné justement Henri, c'est que en fait, en France, c'est essentiellement la violence d'État qui s'exprime, qui agit contre les Juifs en France. Et cette violence d'État, elle émane d'un appareil d'État qui n'a pas été construit comme dans l'Allemagne nazie pour cela. Donc, il répond à un certain nombre de règles administratives, de traditions républicaines, même si on n'est plus en République. Et donc, Marc-Olivier Baruch, qui est aussi un ami de René Posanski, dans sa thèse « Servir l'État sous Vichy », montrait bien que le risque pour des hauts fonctionnaires comme Maurice Papon, par exemple, secrétaire général de la préfecture de Gironde, de ne pas... au fond, de ne pas aller dans la politique demandée par Vichy, les risques étaient très faibles. Donc, il y avait une marge de manœuvre énorme, qui a été utilisée, du reste, par un certain nombre de fonctionnaires pour ne pas appliquer des ordres considérés comme
infamant, comme contraire à l'éthique du fonctionnaire, et que ce que l'on sait des représailles était faible. Simplement, votre carrière en pâtissait. Et du reste, quand Pierre Mendès France a été condamné donc, par le tribunal militaire à Clermont-Ferrand, il a répondu donc aux juges: messieurs, je vous souhaite le repos de votre conscience. Vous avez bien travaillé pour l'Allemagne et pour votre carrière, pour votre avancement. Donc, dernier point, je pense que c'était extrêmement important de souligner cette dimension de la solitude, du déracinement, de la peur, au fond, de toutes des formes de spoliation psychologique. Hein. On a beaucoup étudié la spoliation économique, mais je veux dire, la manière dont on détruit des personnes, et le journal d'Ellenberg le montre bien. Donc cette solitude, elle s'explique aussi parce que, et ça c'est aussi, puisqu'on parlait de la société française, la rupture de la communauté de destin, c'est-à-dire que ce qu'elle ressent, Ellenberg précisément, et qu'au fond, cette question de la rupture de la communauté de destin, elle nous interroge considérablement. Et c'est pour ça, et donc je vais finir là-dessus, c'est pour ça que finalement, ton histoire empathique est très importante. Parce que, c'est pas ici que le problème se pose, mais au fond, il y a un soupçon. Un auteur juif qui écrit sur les juifs, c'est empathique, donc c'est militant, tu vois. Mais alors, justement, tu l'as très bien. Je pense que c'est un moyen méthodologique et cognitif. C'est-à-dire que l'empathie permet de comprendre comment un génocide, ne s'applique pas uniquement au fond, sur des personnes physiques. Le génocide agit aussi sur l'inconscient, sur les attitudes, sur le comportement. C'est un phénomène de destruction complet. Et donc, pour comprendre cela, pour comprendre justement ces dimensions de déracinement, de solitude, de peur, il faut en passer par justement cette dimension de l'empathie, qui n'est pas, je veux dire, une sorte d'échec scientifique, mais au contraire, c'est, je veux dire, un plus, c'est une méthode supplémentaire pour comprendre ce qu'est un génocide. Et on voit bien qu'il faut continuer à y travailler, puisque je veux dire, ce fait global continue à nous échapper. Hein. Ça a été l'objet du reste de cette mission sur l'enseignement et la recherche. Donc, je tenais vraiment à y insister parce que c'est extrêmement important, et aussi la manière dont tu l'affirmes, toi, de cette manière-là, c'est tout à fait essentiel. Et l'empathie, donc, a un rôle heuristique absolument fondamental. Donc, merci. Et donc, je crois qu'il y a des pour René et pour Henri et Simon. Oui, c'est juste une mise au point. Je ne comprends pas ce que vous avez mentionné sur l'isolement des Français israélites après la guerre. En France, on a des ministres à cette époque-là catholiques, israélites, etc., etc. Donc je ne vois pas du tout l'isolement. On n'est quand même pas en Pologne où en 47-48, certains Polonais israélites sont écrasés à coups de camion. On voit des films là-dessus. C'est absolument atroce. Je comprends pas bien l'isolement. Vous parlez. J'ai surtout parlé de l'isolement pendant la guerre et pas tellement après la guerre. Mais l'isolement après la guerre, il s'exprime en ce sens. C'est pas tellement l'isolement que le fait que ce par quoi ils étaient passés, personne n'en parlait et ils ne pouvaient pas en parler. Parce que quand ils sur la scène publique, ce qui avait été quand même leur quotidien pendant 4 ans, hein, ça compte 4 ans, c'est pas... Eh ben, ils ne pouvaient quasiment pas en parler. C'était comme si, voilà, c'est fini, on n'en parle plus, hein, c'est terminé. Alors que ça avait été une expérience extraordinairement traumatisante. Et c'est en ça qu'il y a... C'est pas nécessairement un isolement, un isolement... Ils n'ont pas été ghettoisés, si c'est ça que vous aviez compris. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est un isolement en ce sens que les commémorations ou la façon de comprendre ce qui leur était arrivé, ils ne pouvaient essayer de l'entreprendre qu'au sein de leur famille ou au sein de la communauté juive. Ils ne pouvaient pas le faire
La France, qui était quand même leur pays, avec laquelle, et je parle des Français israélites, qui était le pays avec lequel ils s'identifiaient, en gros, leur disait, si vous parlez de ça, attention, attention, ça va faire se lever le vent de l'antisémitisme. Donc, on n'en parle plus. C'est fini, hein, on n'en parle plus. Et ça a été dur. C'est de cet isolement-là que je parle. Ce n'est pas nécessairement un ostracisme. Ce n'est pas du tout d'un ostracisme que je parle. Non, mais leur parole est inaudible, en fait. Et du reste, Simone Veil, dont le portrait est à l'entrée, le dit bien dans son livre. Enfin, oui. Non, je pense qu'il faut être juste. Là-dessus, il y a un débat qui a été lancé par Azouvi, par son livre, que je trouve extrêmement important, sur la question quelle est l'ampleur de ce silence. Donc, on peut discuter de savoir jusqu'à quel point il y a silence ou pas. Mais personnellement, j'ai une certitude que je livre brut de coffre, c'est que cette expérience de ce qu'a été le sort des Juifs pendant la guerre, donc dans la Shoah, qui n'est pas celle de tous les Français, y compris ceux qui ont souffert, qui est différente, parce que c'est un génocide, c'est comme ça, n'a été intégrée à l'histoire française et à l'histoire républicaine que 30 à 40 ans plus tard. Donc ça, on peut tourner le problème dans tous les sens, quand bien même la question de la Shoah est discutée dans l'espace public, donc d'une certaine manière, cette expérience particulière d'une victimisation, pour employer un anglicisme, particulière, a mis très longtemps à être reconnue comme particulière. Même, il y a probablement encore des gens qui considèrent que ce particularisme est critiquable. Voilà, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Donc là, il y a, et là je te rejoins entièrement, puisque pour ceux qui ont vécu cet événement, considérer de voir que soit on leur dit pas taisez-vous, c'est pas la question, encore que certains leur disent, il y a quelques articles, taisez-vous, bon voilà, enfin, c'est pas ce qui domine forcément, mais en revanche de voir, alors même que pour d'autres expériences, par exemple la résistance, par exemple les martyrs de la résistance qui ont été intégrés au panthéon républicain quasiment dès la fin de l'occupation, attendre, je n'aime pas cette expression, pendant au moins 2 générations, ça ne s'est pas produit. Donc on peut comprendre que ceux qui l'ont vu, ce sont les derniers survivants dans les années 90 et leurs enfants ou leurs petits-enfants. Mais ceux qui ont traversé cette période, et en plus, ils ne l'ont pas forcément réclamé. C'est encore une autre question. Bon, bon. Donc là, je pense qu'il y a... mais du coup, j'ai envie de poser une question, mais bon, c'est la pareille, je la poserai tout à l'heure. Parce que je crois qu'il y a de nombreuses questions dans la salle, donc on va... Voilà, donc Bonjour. Donc une question, j'ai bien aimé ce que vous disiez en termes d'autonomie des Juifs pendant la guerre, ce qui finalement fait un petit miroir à l'exception culturelle française qu'on a souvent, donc comme s'il y avait une espèce d'autonomie culturelle aussi sur ça, donc je trouve ça intéressant. Et par rapport à ce concept-là, est-ce que ça veut dire qu'effectivement cette autonomie relative des Juifs par rapport à la Pologne, la Lituanie ou autre, fait qu'il y a finalement des mouvements de résistance qui se sont créés, donc l'armée juive, l'OJC, etc., donc des résistants juifs ou pas, enfin selon la terminologie. Est-ce que finalement cette espèce ces mouvements qui se sont créés étaient très spécifiques à la France? Est-ce qu'il n'y en a eu beaucoup dans les autres pays ou pas? Ou finalement cette relative autonomie fait qu'ils pouvaient se développer? C'était ma première question. Et là, le pendant de ça, c'est finalement, est-ce que cette acception de juifs qui résistent en France est très peu connue en fait, était très peu connue il y a 30 ans. Est-ce que ça l'est un peu plus connu maintenant? Est-ce qu'il y a un peu plus de reconnaissance? J'ai l'impression que ça reste très, très lacunaire, très anecdotique. Voilà, c'était ça mes 2 parties de questions. Peut-être René, comme je pense qu'il y a un certain nombre de questions, donc éventuellement des réponses assez brèves, mais pour une manière à reprendre tout le monde. Je crois qu'on ne peut pas comparer ce qui se passe en France et ce qui se passe en Europe de l'Est, parce que le type d'existence juive et le type d'intégration des Juifs est totalement différent. Oui, bien sûr qu'il y a eu des mouvements juifs ailleurs, et un peu parce qu'ils n'avaient pas tellement le choix. Et le problème en France se posait différemment, puisqu'ils avaient le choix, enfin en tous les cas, en ce qui concerne les Juifs français. Je ne pense pas que, d'ailleurs, la question de l'autonomie ait été posée été exposée en ces termes-là, ni par moi ni par Henri. C'était moins l'autonomie dans le cadre d'une organisation politique de résistance, etc. C'était l'autonomie dans le cadre de on est une collectivité, on est attaqué, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? C'était un peu ça plutôt, c'était en ce sens-là. Et en ce sens que même, et ça peut être s'organiser au niveau, même s'organiser avec les voisins non juifs, mais il y avait des stratégies de survie.
C'est en ce sens qu'on peut parler d'autonomie des Juifs, mais ce n'est pas du tout dans le cadre de la vision de la résistance ou de pas la résistance d'autre part. Donc dans les autres cadres, bien évidemment. La deuxième question, c'était est-ce que, toujours sur cette partie de combattants juifs, JC ou autre, est-ce qu'il y a 30 ans, c'était quelque chose? Ah oui, alors non, c'est connu. Oui, on a écrit de plus en plus sur ces sujets. Évidemment, je vous dirais, mais c'est presque obligatoire que je vous le dise, puisque je prépare un livre sur toute cette question-là, que je continue à penser que ce qui est écrit sur ces sujets est très lacunaire, très idéologique, très apologétique et pas du tout historique. Et que, bon, voilà. Mais oui, c'est un peu plus connu. Il y a différentes choses qui sont faites ici et là, mais ça reste des histoires très parcellaires et qui ne sont pas intégrées dans un cadre de compréhension plus large de ce qu'était la résistance, enfin l'attitude politique des Juifs de France face à ce qui leur arrivait, ou l'étude de la résistance et quelle était la part de la résistance des Juifs dans cette étude de la résistance. On demandait si les Juifs pouvaient s'intégrer dans les mouvements de la résistance. Non seulement ils pouvaient s'intégrer, mais on peut vraiment parler de sociétés parallèles qui se tenaient oui, parallèlement à la société officielle de Vichy, française, etc., et une société dans laquelle les Juifs, comme le passé, étaient intégrés sans la moindre difficulté. Et non seulement ça, mais ils ont souvent été à la tête des mouvements et parfois les créateurs de certains mouvements. Donc la question n'est pas du tout là. La question est plutôt ailleurs, et elle est dans le fait que même étant à la tête de ces mouvements et tout, ils ont choisi ou... et là encore, c'est un choix qui rejoint ce que je répondrais à Henri si on en parlait maintenant, et on n'aura pas le temps d'en parler, sur la question de l'après-guerre et voulait-il en parler, les Juifs, de ce qui leur était arrivé, ou ont-ils réclamé, ont-ils demandé à en parler. C'est un peu, vous savez, vous savez ce que c'est que l'autocensure. On comprend ce que la société hégémonique attend de vous et par conséquent on s'y plie si on veut atteindre l'essentiel. C'est un peu ce qui se produisait, et donc à l'intérieur même des mouvements qu'ils dirigeaient parfois, ce qu'ils pouvaient ressentir en tant que juifs ou face à la persécution des juifs, ils le taisaient. Voilà. Et en ce qui concerne les 75%, oui, il y a une exception. Enfin, il n'y a pas une exception française, mais il y a effectivement un taux de survie qui est relativement, qui est plus important qu'ailleurs. Et on a voulu ces dernières années expliquer que c'était le fait de la solidarité des Français. En gros, c'était déjà la thèse de Klarsfeld, d'ailleurs, ça n'a rien de nouveau. Vichy a condamné à mort 25% de la population juive et la société française en a sauvé 75%. C'est à peine caricaturé quand je dis ça. Et c'est évident, enfin, moi, ça me paraît complètement délirant d'affirmer ça de cette façon-là. Comme l'a dit Henri tout à l'heure, la stratégie allemande, là, est celle qui importe et qui est le plus important. Moi, j'ajouterais autre chose, et c'est le rôle qu'a joué la zone d'occupation italienne, où vous le savez peut-être qu'entre entre novembre 42 et septembre 43, les Juifs ont été protégés. Et ça, je crois que ça a été extrêmement important pour un tas de raisons. Ça a été extrêmement important en ce qui concerne la politique des Allemands, parce que comme ils essayaient de vaincre cette protection des Italiens, leurs efforts étaient moindres par rapport à d'autres secteurs, puisque d'un seul coup, beaucoup de Juifs s'étant réfugiés dans cette zone-là, ils espéraient d'un seul coup en attraper beaucoup. Et donc, ils ont tout misé sur cette stratégie-là. Ils ont loupé leur coup. Donc, c'est un échec dans la tactique allemande. Donc, ça, c'est un point. Le deuxième, c'est Vichy, qui pouvait
au bout d'un moment, a commencé par demander à dire aux Allemands, écoutez, nous, on n'arrive pas à vous aider suffisamment parce que les Italiens nous font obstruction à ce qu'on voudrait faire, et qu'au bout du compte, Laval s'est appuyé sur ce qui se passait en Italie pour dire, écoutez, on peut rien faire. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas attraper plus de Juifs. Donc ça a changé les Françaises, la politique française, ça a infléchi un peu la politique française, il y a eu un échec de la politique allemande. En même temps, les Juifs, un certain nombre de Juifs ont pu se trouver protection là-bas. Ils ont pu s'organiser, organiser l'autoprotection de façon infiniment plus efficace. La conscience des dangers, plus le temps passait, plus cette conscience des dangers et ce qui arrivait aux déportés était plus forte, donc plus présente, et par conséquent, la nécessité de se protéger était plus évidente. Et enfin, quand en septembre 1943, la France tout entière, zone italienne inclus, est occupée par les Allemands, tout le monde sait comment se finira la guerre. Tout le monde sait que ça prendra le temps que ça prendra, mais les Allemands, ils vont perdre la guerre. Et de ce fait, les Français étaient différents, l'administration, les policiers étaient différents, les mêmes policiers qui, un an plus tôt, venaient arrêter des Juifs, un an plus tard, les mêmes, hein, ils venaient les prévenir en leur disant dans 1 heure, je viens vous chercher. Bon. Donc tout le temps ici a été le temps gagné par cette zone italienne a été extraordinairement important, et que donc on ne peut et les organisations juives étaient bien mieux organisées et elles avaient des appuis dans la société française. Donc tout ça, ce sont des facteurs complexes. Alors évidemment, c'est beaucoup plus simple de dire Vichy a condamné et les Français ont sauvé. C'est vite dit, en 3 mots on a tout dit. Expliquer qu'il y a une pluralité de facteurs qui se sont conjugués, c'est infiniment plus compliqué, ça passe moins bien dans le débat public. D'une certaine manière, tu as introduit la réponse qu'Henri donc fera effectivement à monsieur sur donc qu'est-ce qui oppose, en quelques mots, parce que à la réflexion, les divergences sont pas si importantes, mais il y en a quelques-unes. Enfin, très rapidement, d'abord, il y a des questions de rivalité. Je passe, c'est normal, c'est le milieu, c'est comme ça. Dans la manière dont Klarsfeld a travaillé, ça tient beaucoup à ses sources. Je ne veux pas prendre parti ici, mais en gros, il a beaucoup plus travaillé à partir des sources qui se trouvaient ici, notamment sont des sources allemandes. Et donc, je crois, sans vouloir diminuer le travail de Paxton et Morris, mais la dialectique, notamment des négociations entre les Allemands et les autorités françaises, est extrêmement pointue dans son travail. Enfin, si vous connaissez un peu le travail de Klarsfeld, je pense par exemple à Vichy-Auschwitz, c'est un travail extrêmement pointu qui est, pour moi, c'est un élément essentiel. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes que j'ai. Je ne comprends pas du coup sa thèse. Enfin, là c'est même pas une thèse, c'est propos plus, on va dire, moral et idéologique, et l'un des points de désaccord sur l'attitude des Français. C'est-à-dire, qui est d'ailleurs, sans vouloir... C'est une étude militante que je comprends, mais on ne peut pas dire que dans le travail de Paxton, de Klarsfeld, il y ait suffisamment d'éléments pour trancher sur la question de ce sont les Français qui ont sauvé les Juifs. Bon, voilà. Alors, il y a un dernier point quand même qui est très important, mais alors c'est conjoncturel, mais ça fait partie de l'historiographie. Quand Serge Klarsfeld publie ce qu'il considère, il le disait encore une fois l'autre jour ici, comme son livre de recherche d'histoire majeure, Vichy-Auschwitz, il le fait dans l'optique de ce qui doit être le procès Bousquet. Procès Bousquet qui est encore loin, on est en 80-83, on ne sait pas s'il aura lieu un jour, mais c'est une histoire, c'est un livre qui est, alors ça c'est mon interprétation, un véritable réquisitoire au sens juridique du terme, c'est-à-dire qui va ramasser des éléments de telle sorte à montrer que, notamment dans tout ce qui concerne de part et d'autre de la rafle du Veldiv et des rafles de zone sud de 42, ce qui est le cœur en fait des persécutions physiques en France, René Bousquet, qui était le secrétaire général à la police de Vichy, joue un rôle central. Quand vous lisez Morris et Paxton, vous remontez plus haut, vous avez Laval, vous avez même un peu Pétain. Enfin, voilà. Ce ne sont pas des divergences frontales, mais c'est deux manières de travailler et surtout deux impacts très différents. Je pense que sur ce point, autant les premiers ouvrages de Paxton ont une influence considérable sur l'historiographie. Je ne parle pas de l'image qu'il a sacralisée, tant mieux, il le mérite. Mais c'est surtout son premier livre qui a joué cet impact, qu'il a donné une interprétation de Vichy sur laquelle on a au fond assez peu bougé. En revanche, sur la question des politiques antisémites,
je pense que Klarsfeld, enfin, je veux dire, il y a peut-être une compétition, mais il faut prendre les deux. Voilà, vous pouvez pas vous en tirer en prenant qu'un. Je me dérobe un peu. Mais bon. Voilà, donc, madame. Oui, je voudrais juste témoigner rapidement sur ce qui a été dit sur le journal d'Ellenberg, puisque donc je suis sa nièce et c'est moi qui ai fait publier le journal. Et je voudrais surtout dire à René Poznanski, dont j'admire le travail, que j'ai lu à l'époque le livre sur les Juifs de France, mais je n'ai pas eu encore l'occasion justement de lire celui qui vient de reparaître avec la nouvelle postface. Donc je découvre aujourd'hui qu'il est question du journal d'Ellenberg dans cette postface. Ce que je voudrais dire, c'est simplement parce que peut-être aussi c'est une réflexion, je dirais, après tout ce qui a été dit, il y a tellement de choses dont on pourrait discuter, ou j'aimerais en tout cas parler, mais on n'a pas le temps. C'est que pour faire, ça va un petit peu avec d'autres témoignages bien sûr qui sont sortis, hors celui de ma tante, c'est l'incroyable difficulté de faire sortir un journal intime d'une famille. Et je voudrais répondre à René Poznanski à ce sujet, puisque vous m'avez dit que c'était privé, mais moi je le rends public. C'est que effectivement, ce journal donc a été le manuscrit a été remis au dédicataire, qui était donc Jean Morawiecki, qui n'était d'ailleurs pas d'origine juive, qui était polonais, et donc, enfin celto-slave, comme il disait avec beaucoup d'humour. Et donc, ce manuscrit est resté, est resté chez lui. Et en fait, nous n'avions dans nos familles que des tapuscrits de ce journal. Et ce n'est qu'en 1992 que j'ai pris l'initiative de rechercher le manuscrit que j'ai retrouvé et donc chez Jean Morawiecki. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire du journal. C'était juste pour vous dire que, effectivement, je sais, la personne qui vous a dit, surtout vous n'en parlez pas, c'était donc ma tante, c'est-à-dire que Hélène avait 2 sœurs, ma mère et ma tante, la sœur aînée. Et dans notre famille, il n'était pas question de divulguer ce journal, pour des raisons qui, encore aujourd'hui, me sont inexpliquées et inexplicable, puisque ça a créé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça crée des conflits dans les familles. Et donc tout ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est pas neutre que ce texte paraisse seulement 70 ans plus tard. Parce que pour tout vous dire, en 1947, ce journal a été lu par un très grand auteur allemand, Heinrich Böll, et il a appelé en pleine nuit mon oncle qui a dit « il faut publier le journal ». Et donc, effectivement, à l'époque, c'était le journal d'Anne Frank. Et il a fallu 70 ans, et donc 2 générations, puisque moi, je suis née en 50, pour enfin arriver à publier ce journal, qui finalement, encore aujourd'hui, est une détonation dans notre famille. Donc, on pourrait s'interroger sur ces nouveaux témoignages et pourquoi des témoignages d'une telle importance quand on parle des Juifs de France, d'une telle importance qui, pour moi, d'ailleurs, ma famille, que ce soit Ellenberg ou mes grands-parents, ne sont pas intégrés. Pour moi, pour les générations suivantes, ce ne sont pas des gens qui étaient intégrés, puisque lorsque je vais au cimetière Montparnasse et que je vois la plaque et je vois « Mort pour la France », je sursaute. Voilà, donc pour moi, non. Et ça a été le grand questionnement aussi, plus personnel par rapport à l'identité juive, c'est-à-dire, oui, mes grands-parents, Raymond Baer, faisait partie des 9 personnalités qui devaient être protégées, et finalement, il a quand même été arrêté par la police de Vichy. Donc, nous, après, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et pour moi, non, Raymond Baer, Ellenberg n'étaient pas intégrés. Sinon, ils n'auraient pas été dénoncés comme ils l'ont été par une gardienne d'immeuble, etc., etc. Donc, voilà, c'est un peu brouillon tout ce que je dis, mais c'est juste pour témoigner simplement de la difficulté, finalement. Il y a eu, effectivement, j'ai lu le livre de François Zouvi que j'ai trouvé passionnant, justement, sur cette histoire du silence et pourquoi on ne parlait pas et pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas parler et pourquoi dans certaines familles on a parlé. Moi, je sais que l'expérience que j'ai eue par rapport à Ellenberg, puisque j'ai beaucoup partagé ce journal avec les jeunes, par exemple, et les moins jeunes, c'est finalement, il y a eu très peu encore aujourd'hui de témoignages de Juifs de France, on va dire, enfin des Juifs qui étaient installés en France depuis le Moyen-Âge. Finalement, les personnes souvent me disent ça. Ah, mais c'est un témoignage. Et c'est un peu vrai. Et c'est un peu vrai parce qu'encore aujourd'hui, il est difficile de briser le silence qui a été entretenu pendant toutes ces décennies. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je sais pas. Françoise Christophe, bien sûr. Il y en a eu d'autres, mais je ne dis pas qu'Ellenberg est la seule. Mais voilà, il y a beaucoup de travail encore à faire et dans les générations qui suivent aussi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et merci. En tout cas, à vous, René, pour le travail. Et je sais aussi, Monsieur Duclerc, je n'ai pas eu le plaisir de vous rencontrer, mais je sais que vous avez beaucoup défendu la mémoire d'Ellenberg. Et bien sûr, Henri Rousseau, avec qui on a travaillé sur le documentaire que Jérôme Prieur a réalisé sur Ellenberg. Merci. Merci. C'est à nous de vous remercier aussi d'avoir
voulu effectivement que ce journal puisse être publié parce que, en fait, l'auteur en sort immensément grandi. Souvent, les familles ont peur de la manière dont peut-être des images vont se modifier en mal. Et là, c'est effectivement assez exceptionnel de voir un auteur s'exprimer de cette manière-là dans un journal. Et je crois qu'effectivement, ce journal a compté énormément, notamment dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, et continue. Et c'est effectivement... On doit vous remercier aussi d'avoir pris cette décision qui est extrêmement importante. Et je pense que justement, le livre de René Posanski a aussi préparé d'une certaine manière le terrain pour qu'on puisse entendre ces témoignages et leur donner la place qu'ils méritent. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je crois qu'il est l'heure. Alors, je vais peut-être passer la parole donc aux deux lecteurs des Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Je sais qu'Henri Rousseau a une dernière question, mais une question qu'il va livrer sans peut-être donner de réponse. Et puis Simon, tu as la parole peut-être pour un tout petit mot de conclusion. Alors, en conclusion, j'aimerais interroger une question qui quand même nous habite en tant qu'historien, et on l'a peut-être déjà un peu abordé avec cette question des journaux, c'est les rapports entre histoire et témoignage, entre historiens et témoins. Et René, dans son avant-propos à l'édition de 2004, s'excuse par avance à ces lecteurs qui ont vécu les années de l'occupation et qui pourraient ne pas retrouver l'entièreté de leur expérience dans son livre. Alors, est-ce que cette excuse, elle était déjà dans l'avant-propos de 94? Je pense que oui, parce que c'est une excuse qui a un goût très années 90. Alors, est-ce que tu avais écrit ce livre en te sentant sous surveillance, pour citer Laborie, et en quoi est-ce que aujourd'hui on se sent dans une toute autre configuration, et je crois que voilà, terminer sur cette question du témoignage en ce lieu qui en a accueilli tant est une manière comme une autre, en tout cas pour moi, de conclure. 3 mots. D'abord, je me sentais pas sous surveillance. Le terme n'est pas bien choisi. C'est pas du tout ça. Le problème, c'est que j'ai conduit environ 30 entretiens pour le livre, et c'était déjà là en 94. L'idée, c'était que c'était indécent d'écrire sur cette période sans interroger les gens qui étaient encore vivants et qui vivaient toujours. Il y avait un problème d'obligation morale. Et chacune des personnes que j'ai interviewées, en fait, j'en suis tombée absolument amoureuse. C'est-à-dire que c'était des entretiens qui se poursuivaient autour d'un repas, qui durait plus d'une journée, qui se reproduisaient. Enfin, je ne pouvais plus me détacher d'eux. C'est tous devenus des amis. Oui, moi je venais du haut de mes, je sais plus quel âge j'avais, mais enfin bon, quand on aime on compte pas. Et puis eux, ils avaient vécu tout ça pour de bon, et je me permettais d'écrire et d'essayer de comprendre ce qu'ils avaient vécu. Et donc j'étais pleine d'admiration. Moi, j'avais rien fait dans la vie, eux, ils avaient fait plein de trucs. Et donc, quand j'ai écrit, je me suis tout simplement sentie très humble. C'est pas du tout dans le cadre du débat entre témoins et historiens que j'ai écrit ça. C'était vraiment par humilité. Je me sentais très humble, très redevable de la confiance qu'ils m'avaient prodiguée, et tout à fait consciente que comme j'étais dans un rôle qui était différent et que c'était celui de réécrire une histoire collective, ils se retrouveraient probablement pas, et donc ça me faisait mal d'une certaine façon, et c'est dans cette optique-là que j'ai écrit ça. C'est pas du tout c'était pas une façon de me préserver contre l'autosurveillance, c'était pas du tout ça. C'était beaucoup plus vécu, et une sorte de respect à leur égard, et le fait est que j'ai eu le bonheur de n'avoir été attaquée par aucun témoin, donc je me suis sentie bien. Ils étaient contents quand même. Merci. Donc, Henri. Oui, je vais revenir sur le contexte de publication, parce qu'on a beaucoup parlé du contexte de la première édition. Là, elle sort en 2018. Alors, il n'y a plus d'enjeu historiographique majeur pour l'instant. Par contre, la situation de la France n'est pas tout à fait la même. Et c'est une question qui revient sur la question du silence. Et ce que tu as dit récemment sur
la question de la perception des Juifs comme collectif. On pourrait même ajouter comme minorité. Enfin, et ma question, elle est la suivante, et je n'ai pas la réponse. Aujourd'hui, le modèle républicain est en crise. C'est difficile à entendre, mais c'est une réalité aveuglante. Ça veut dire que les déterminants ethniques, religieux, de toutes sortes, nous éclatent à la figure, pour le meilleur et pour le pire. Bon. Donc la lecture qu'on peut faire de ton livre aujourd'hui est différente de celle qu'on pouvait faire à une époque où on se focalisait sur la responsabilité de Vichy et on se disait maintenant on va s'intéresser aux victimes. Il y avait une attention au collectif que représentaient les Juifs persécutés. Aujourd'hui, moins. Alors ma question ne porte pas sur aujourd'hui parce que ça nous entraînerait trop loin, elle porte sur la période elle-même, puisque c'est en filigrane dans ton livre, mais tu ne l'abordes pas de cette manière-là, parce que je pense que ce n'était pas possible de l'aborder à cette époque de cette manière-là. C'est la question de la République, du système à la fois institutionnel, idéologique, moral, qui ne disparaît pas sous l'occupation. Vichy est un relief postiche. C'est bien sûr que Vichy est là, mais les 70 ans de culture républicaine existent. Sinon, il n'y aurait pas eu la résistance. Il n'y aurait pas eu Mendès, etc. Donc, elle est encore là. Elle marque la société française. Et on peut dire, par rapport aux Juifs, on peut dire deux choses. D'un côté, elle a sans doute favorisé une forme de protection, bien sûr. Elle a sans doute évité que la France ne se retrouve, que les Juifs de France, ne se retrouvent dans la situation des Juifs hongrois, par exemple, ou des Juifs polonais, et notamment la Pologne, les pogroms. On n'imagine pas un pogrom d'après-guerre en France. Ça paraît absolument impensable. Alors qu'en Pologne, c'est la réalité. J'en profite pour faire de la publicité pour un livre qui va sortir dans quelques jours, qui s'appelle Les Survivants, qui est une histoire des Juifs, de l'antisémitisme en Pologne de 1945 à aujourd'hui. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, d'un côté, la République, on peut dire... Oui, il sera présenté, c'est son auteur Audrey Kichelewski, et le livre sera présenté en septembre, je crois, ou en décembre, peu importe. Donc la République, c'est une généralité, bien sûr, constitue un facteur de protection parmi d'autres qui peut expliquer le bilan relativement faible, même très faible par rapport à l'ensemble des Juifs d'Europe. D'un autre côté, et c'est un peu ce que tu dis dans ton livre sur la France libre, il a constitué un frein probablement, que ce soit pour des institutions, des partis politiques, enfin tout ce qui peut être une organisation, ou pour des citoyens ou des individus non juifs, de comprendre quelle était la nature du collectif juif. C'est-à-dire, nous sommes quand même dans un pays où il n'y a pas de minorité, où il n'y a pas de minorité, où la reconnaissance des minorités n'existe pas. Est-ce que ça n'a pas été un frein, même alors que ces minorités sont persécutées, pour percevoir la singularité de cette persécution? Je prends un fait très simple. Le statut des Juifs, qui est la mise hors la loi, rupture du principe fondamental républicain, ne suscite quasiment pas de réaction dans la population. Un seul universitaire a protesté contre l'application du statut des Juifs à l'université. Bon, on ne va pas revenir, ce sont des choses connues. Mais 1942, lorsqu'on commence à arrêter en masse les Juifs, il y a réaction. Donc, on voit bien que peut-être, alors c'est une hypothèse, que les Français, pris aussi dans l'occupation, découvrent ce que c'est que la minorité, non pas les Juifs éternels, mais la minorité juive, française ou étrangère à ce moment-là, elle constitue un collectif. Puisqu'il ne s'agit pas de cibler des gens qui ont fait telle ou telle chose, il s'agit de cibler des gens qui sont considérés comme juifs, d'où les enfants. Enfin, c'est ce qu'on appelle les grandes rafles. Pourquoi est-ce qu'on dit les grandes rafles ? C'est pas parce que simplement il y avait beaucoup de monde qui ont été raflés. La grande rafle du Veldiv, c'est que c'est la première rafle qui rafle tout le monde. Avant, on raflait les hommes. Donc il y a bien un saut qualitatif. Et là, il y a perception. Encore une fois, je mets un point d'interrogation. Il y a probablement à ce moment-là la perception qu'on est que les Français sont en train de vivre la persécution d'une minorité. Chose qui était plus difficile pour eux à admettre. Non pas parce qu'ils étaient antisémites, peut-être que ça a joué, bien sûr, pour certains, mais parce qu'ils avaient une culture républicaine. Je n'aurais jamais posé cette question il y a 20 ans, parce qu'elle ne me serait probablement pas venue à l'esprit. Aujourd'hui, elle me vient à l'esprit parce que, évidemment, ce système républicain est en train de se déliter, lézarder pour le moins. Merci Henri pour cette question extrêmement... Bon, moi, je vous propose peut-être de clore à moi. René, est-ce que tu veux répondre ou... En 3 mots, je crois que la question est bien posée, mais qu'il faut y réfléchir. Et que je n'y ai pas réfléchi en ces termes-là. Je crois que c'est aussi la vision... Oui, une question
quelque chose dont je voudrais parler peut-être. C'est la question de la visibilité. La question de la visibilité les rafles et les grandes rafles, c'est tout à coup la visibilité. Enfin, c'était concrètement, on voyait des Juifs arrêtés. On voyait la barbarie s'exercer de façon, c'était plus de façon feutrée, c'était, on le voyait. Et pourquoi je parle de la visibilité? Ça va te faire plaisir, Vincent, parce que tu as fait plusieurs fois allusion à ce qui se passait, de nos jours. Et je crois que cette question de la visibilité est aussi pertinente aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on parle d'antisémitisme aujourd'hui, ceux qui sont les objets de cet antisémitisme, c'est ceux qui sont visibles. Ce sont les Juifs avec la kippa sur la tête. De la même façon que du côté des musulmans, ceux qui sont l'objet d'humiliation sur la voie publique, ce sont les femmes voilées, c'est-à-dire celles que l'on voit dans leur Eh bien oui, mais il y a quand même quelque chose qui ressort des différents sondages qui ont été faits de la population. Il y a la visibilité produit la réaction. Voilà, dans un sens ou dans l'autre. Alors merci beaucoup donc à Simon, à Henri et à René Posanski. Donc je rappelle son livre Les Juifs en France par la Seconde Guerre mondiale, donc chez CNRS Éditions, et donc il est en vente avec une dédicace de l'auteur. Merci d'avoir patienté pour cela. Merci au Mémorial de la Shoah et bonne soirée.